gets it on. I ain't playing, I'm truly the worst. I was born about gas. This is raw like fuck, kid, represent. RGB 99.2. Il est 20h. Waouh. Vous êtes dans Cinécure. Non, là, t'es parti sur... Ah, c'est vrai. Non, fais le mieux. C'est toi l'animateur. Fais ça mieux que moi. Bonsoir. Vous êtes dans Cinécure. Une émission sur les films tendres, mais aussi sur les autres. Oserez-vous rester 2 heures ? C'est au fond de vos tripes que ça se joue en ce moment. Ouais, c'était mieux que moi. Bien joué. Bon, bonsoir, vous êtes vraiment dans Cinécure. Et vous êtes parti pour 2 heures de cinéma sur les films sortis en mars. Et pas spécialement sortis en masse, puisqu'on attend le Festival de Cannes. Alors, je tiens à le dire tout de suite, comme ça sera dit. Ah, j'ai compris le jeu de mots. Oui, bien vu. Je vois qu'il est extraordinairement attentif et éveillé. Qui suit. Donc au Festival de Cannes, où on sera présent cette année avec un badge presse audiovisuelle, dont l'heureux détenteur est Bora, et on l'applaudit bien fort. Ah, merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. J'aurai la chance de couvrir le Festival de Cannes, tout le Festival de Cannes. Par ailleurs, si vous suivez sur l'Instagram de Radio RGB, je posterai une vidéo par jour, une critique du Festival de Cannes. Donc voilà, j'aurai le grand honneur de pouvoir couvrir ce magnifique festival. Voilà, donc on aura une couverture en temps réel et en vrai du Festival de Cannes. On avait une interruption... On n'aura pas froid alors ? Ah, il pleut souvent pendant le Festival de Cannes. Ah ouais, c'est vrai. Non, faut pas croire qu'un Festival de Cannes normal, c'est un Festival de Cannes où il pleut la moitié du temps. Mais Cannes pluvieux, Cannes heureux. Oui, c'est ça. Bon, mais ça sera... On en parlera Cannes, pendant le c'est pas la Festival de canicule, Cannes. quoi. Et puis on en parlera dans Cinécure, au Cinécure du 3 juin, quand, couvert de médailles et de cicatrices, Bora nous reviendra de Cannes. Les cicatrices, ça va dépendre des fins des afters. Ouais, c'est ça. Bon, sinon, dans l'actualité du cinéma, à part Cannes, il y a le Marsupilami qui a 6 millions d'entrées. Donc c'est pas mal du tout. Les Chers Parents, ça j'aurais pas cru que Chers Parents préféré de Bora, Marsupilami, atteignent le million d'entrées. Là, avec les gens qui gagnent, Chers Parents, c'est les gens qui gagnent l'euro-million et qui veulent pas partager avec leurs enfants. Qui gagnent 150 millions. Hein. Et puis La Maison des Femmes, où on voit typiquement un film dans le bouche-oreille fonctionne, parce que 150 000 entrées en première semaine, 100 000 en deuxième, 106 000 en troisième, ce qui veut dire que ça remonte au lieu de continuer à descendre. Donc voilà, on va pas s'apesantir, sauf qu'il faut aller au cinéma, parce que le mois de février n'a pas été terrible au niveau des entrées, on est à moins 15% par rapport à l'an dernier. Donc... Qu'est-ce que vous foutez ? Allez au cinéma, là, voilà. Ceux qui nous écoutent et nous regarderont après. Bon, alors on va parler des gens qui ont fait des triomphes, par contre, au cinéma, dans le monde entier. C'est Projet Dernière Chance, alors, qui est un vrai mammouth, qui a un budget de 200 millions de dollars et qui, au bout de 12 jours, en a rapporté 300. 12 jours. Donc, c'est d'ores et déjà un triomphe pour la Metro-Goldwyn-Mayer, qui a été racheté par Apple. Et Amazon. Il y a aussi Amazon, non ? Qui a été racheté par la MGM. Oui, c'est Amazon, Ouais. MGM. Et comme je n'ai pas vu le film, je ne peux pas aller plus loin. Mais par contre, Bora, lui, a vu le film, donc il va aller plus loin. Effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de mammouth au Cinécure. Là, pour une fois, on a un gros mammouth de 200 millions de dollars. Alors du coup, Projet Dernière Chance, qu'est-ce que ça raconte ? C'est le Dr Ryland Grace, qui est un biologiste moléculaire, qui est convoqué pour aller inspecter une ligne dans l'espace qui s'appelle la ligne Petrova, qui relie du Soleil à Vénus. Et dans cette ligne, les molécules sont intitulées astrophages, qui viennent un peu, en quelque sorte, perturber le Soleil, qui risque de provoquer un refroidissement sur Terre.
Du coup, le docteur Ryland Grace a la charge de neutraliser l'astrophage. Mais le problème, c'est que l'astrophage a déjà infecté toutes les étoiles, sauf une qui s'appelle le Tau Ceti, dans laquelle Ryland Grace est envoyé sur cette étoile pour faire une étude. Le problème, c'est que cette étoile est à des années-lumière de la Terre et il ne peut faire qu'un aller simple. Donc ça veut dire c'est une mission un peu suicidaire. Donc vous voyez le gros enjeu de projet Dernière Chance, d'où le titre. Alors du coup, projet Dernière Chance, il est rare de voir un blockbuster réussi fait avec autant de sérieux et avec beaucoup d'implication. Je trouve que Projet Dernière Chance est un très bon film de science-fiction qui rappelle les belles années de cinéma de science-fiction contemporain comme Seul sur Mars, Interstellar, Premier Contact, First Man. Armageddon. Oui, Armageddon, c'était il y a 30 ans. Ouais, jadis. Ouais. Oui. Bruce Willis, on t'oublie pas. Je trouve que dans le film, il y a une forte dualité autour de l'écosystème. Il y a un vrai travail de recherche sur l'aspect scientifique et dans l'espace qui est plutôt très très pertinent. Et à côté de cela, il y a un sentiment de légèreté, il y a un sentiment de très attachant, notamment dans la relation entre Dr. Elon et cette magnifique rencontre avec un caillou qui s'appelle Rocky. Oui, il s'appelle Rocky dans le film. donc voilà. Ils sont allés le chercher loin, celui-là. Évidemment. Donc, Et sur le caillou, il n'y a pas que des cailloux. il est tout seul, le caillou. Il est tout seul. Donc du coup, dans le film, ça montre entre guillemets le décalage avec les enjeux qui sont très importants dans le film, sans pour autant être alarmiste. Parce que d'habitude, souvent le cinéma hollywoodien, quand on traite quand c'est la fin du monde, c'est vraiment la fin du monde. Tout le monde est paniqué, tout le monde est perturbé parce que tout le monde va mourir. Là non, là pour le coup, c'est vraiment un film qui essaie de prendre le temps et qui essaie d'être un tout petit peu optimiste. Là, du coup, les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller comprennent en tout cas l'espace comme un véritable espace de temps et un espace de lieu. En vrai, c'est une véritable expérience de l'espace qu'on a dans ce film. Et pour finir, le visuel est absolument magnifique. Vraiment, il n'y a rien à dire sur ça. D'habitude, quand on voit des blockbusters, souvent on voit les trucages, les fonds verts, etc. dans les effets spéciaux, dans les effets visuels. Là, pour le coup, c'est vraiment réussi et c'est absolument magnifique de voir ça sur grand écran. Et puis pour finir, Ryan Gosling, à chaque fois quand il y a Ryan Gosling au cinéma, c'est toujours un réel succès en tout cas. Bon, après, je suis très fan de Ryan Gosling, donc peut-être mon avis est assez biaisé sur ça. Mais en tout cas, Projet Dernière Chance est une vraie belle réussite pour le coup. C'est un vrai bon mammouth. Donc. Ah oui. Personne l'a vu. Je suis d'accord, c'est du grand spectacle. C'est une super production ambitieuse qu'il vaut mieux voir sur grand écran, en effet. On en prend plein les yeux, mais selon moi, souvent au détriment du récit, qui est un peu un mélange de E.T. et Seul au monde. Heureusement, le personnage de Ryan Gosling est attachant. Ils ont C'est fait le sur coup lui du doigt que- clignotant, alors. Que repose le film est sur son amitié avec Rocky, le gentil Elion. Voilà, donc j'ai trouvé ce film original et singulier et distillant de belles valeurs. Amitié, courage, persévérance, voilà. Un tout petit peu longuet, mais voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'adaptation d'un roman de Andy Weir après Seul sur Mars, porté à l'écran en 2015 par Ridley Scott, et que Ryan Gosling est également un des producteurs du film. Voilà. Petite Donc précision. globalement, vous recommandez quand même. Pour Oui. un mammouth. Oui. Oui, pour un mammouth, oui. Oui, peut-être. oui, peut-être. Ok, donc ça c'était le mammouth. On aura un mammouth deuxième heure, parce qu'il y a eu 2 mammouths d'importance ce mois-ci. Mais donc on garde le deuxième pour la deuxième heure. Ouais, sinon c'est trop lourd, le sol s'effondre. Et sinon, je te passe la parole pour un film que tu souhaites chroniquer. Tout à fait. Nicolas. Alors, c'est Un jour avec mon père. C'est un drame d'1h33, donc assez court, par les temps qui courent, justement. Alors, C'est presque un court-métrage, 1h30. c'est presque un court-métrage. De nos jours. De nos jours. Un jour avec mon père, sorti le 25 mars 2026 en France, est l'un des premiers chocs cinématographiques de l'année. Premier long-métrage d'Akinola Davis Junior, il a déjà marqué les esprits et une mention spéciale de la Caméra d'Or à Cannes 2025 et le BAFTA 2026 du meilleur premier film. Donc ça pose quand même un peu le... Oui, ça pose son sujet, quoi.
Alors le pitch. Le film nous plonge dans le Lagos des années 1993, en pleine crise électorale. On y suit Folarin. Lagos, c'est la plus grosse ville du Nigeria. Hein, C'est la capitale du Nigeria. Non, c'est pas la capitale du Nigeria. Ah, c'est pas la capitale. Non. C'est comme au Pakistan, la plus grosse ville du pays, c'est Karachi, mais la capitale, c'est Islamabad. D'accord. Donc, mais c'est la plus grosse ville du Nigeria. Donc c'est la plus grosse ville du Nigeria. À bientôt pour un tuto géo. Donc on y suit Folarin, campé par Sope Diritsu, un père un peu absent, qui emmène ses 2 fils, Akinola et Olaremi, pour une journée d'errance dans la mégapole nigériane, sous prétexte d'aller chercher un salaire impayé. Cette déambulation devient un voyage initiatique à hauteur d'enfant, alors que le pays bascule dans l'instabilité politique. Alors, Un jour avec mon père s'impose comme une sorte de road movie urbain dans la tentaculaire Lagos et dans lequel les sensations affluent au fil des moments heureux et de connivence entre un homme et ses 2 fils, comme suspendus cependant devant une menace militaire postée à chaque coin de rue. Les points forts, c'est un esthétique. C'est un film physique où l'on ressent la chaleur, la poussière et l'agitation de Lagos. Le duo père-fils est impérial, mais ce sont les jeunes acteurs Chibuik et Goldwyn Egdo qui bouleversent par leur naturel. Le film capte parfaitement cette fragilité de l'enfance qui admire un père tout en sentant que quelque chose se fissure. Voilà. Qui a vu à part Je l'ai vu. Alors, Ouais. vas-y. Alors Moi, juste je avant trouve que tu débutes, la capitale du Nigeria depuis 1991, c'est Abuja. Abuja, d'accord. Okay. Parce qu'ils considéraient que gérer un pays depuis cette mégalopole de Lagos, c'était plus possible. Donc ils ont déménagé la capitale officielle à Abuja. Voilà. Okay. À toi, Isabelle. Oui, une photographie exceptionnelle, les visages filmés au plus près. C'est un film où la mise en scène, parfois filmée à hauteur d'enfant, parvient à nous immerger dans le désarroi de ces 2 frères, entraînés dans la ville tourmentée par ces élections, puisque on est en plein dans la crise électorale de 1993. Rien à voir avec les municipales Je d'il y a trouve que quelques c'est mois. c'est un premier film très réussi et poignant jusqu'au bout. Un road movie d'où on ne sort pas indemne. Une violence latente, une véritable tendresse aussi, beaucoup de poésie qui surgissent de la ville en mouvement perpétuel. C'est un très beau film, un portrait sublime, puissant et sensible à ne pas manquer. J'ai eu beaucoup d'émotions en voyant ce film. Et comment est représentée la Lagos dans ce film? Grouillante, voilà, c'est énorme. Et puis on voit les militaires passer qui donnent un côté un peu tendu à l'atmosphère. Les gosses à hauteur Et, d'enfant. Voilà. Ah, bravo. Oh là 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 là, Ouais, formidable. alors là, Merci. et oui, c'est un film qui est, en effet, je suis d'accord avec toi, Nicolas, très physique. On ressent la chaleur, l'émotion, l'admiration des enfants pour leur père. Le père qui doit s'en sortir puisqu'il il va chercher son salaire. Ça parle de ça à la base. Et puis le contexte qui est difficile. Violent, Ouais. Et donc j'ai adoré ce film. Donc C'est un très bon film. vous conseillez Ah oui. tous les deux. Ouais. Oui, c'est un voyage initiatique, globalement. Il y a un twist à la fin du film qu'on ne révélera pas, mais qui donne aussi toute son importance Mais qui est le suivant. au Oups. récit. Eh ben non. Eh ben non, bon, très bien. Donc, à recommander. On va aborder le premier film féministe de la soirée. Il y en a quelques-uns et très bons. Et c'est le film japonais de Koji Fukada, Love on Trial. Pour vous situer, c'est un film sur les groupes d'idoles et la façon dont elles sont exploitées au Japon. Un groupe d'idoles, c'est des jeunes filles avec des costumes plus ou moins Réussi. plus ou moins réussis, voilà, on peut dire ça, et puis qui chantent des morceaux bien calibrés, parfois
talentueux et tout, mais elles ont un certain nombre d'obligations, et parmi ces obligations, celle de ne pas tomber amoureuse et celle de ne pas coucher avec des garçons. Ce qui est un crime, mais c'est inscrit dans leur contrat. Et donc, c'était inscrit dans leur contrat jusqu'à une certaine date, et on voit là le fossé béant, t'imagines, en France ou en Italie, écrire dans un contrat que 5 jeunes filles qui ont entre 17 et 21 ans n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles tant qu'elles sont dans le groupe. Même de tomber amoureuse. Et même simplement de tomber. Alors pourquoi on leur dit ça? Parce que le succès des idoles, c'est un public 90% masculin. Et en vérité, les amoureux de ces jeunes filles qui n'ont pas le droit d'en avoir dans la vie, c'est ce public qui achète des dizaines de CD, qui achètent des goodies par wagon entier et qui ont droit à quelques secondes avec une de leurs idoles, et chacun dans le public a son personnage préféré. Alors pour vous dire que c'est vrai à ce qui se passe, le plus célèbre des groupes d'idoles, qui est AKB48, j'ai même un CD d'AKB48, Best of, elle s'est présentée le 31 janvier 2013, crâne rasé et en larmes. La jeune femme présentait ses excuses après la révélation d'une nuit passée chez un homme enfreignant la règle de la pureté imposée aux idoles. Alors, c'était un Allemand, c'est pour ça qu'elle avait le crâne rasé. On lui avait pas rasé la tête. C'est une tradition japonaise, en signe de repentir, tu te rases la tête. Mais donc, tu visionnes un peu la scène. C'est un peu un harakiri... Au féminin. Au féminin, oui. Alors, le film, le pitch est très simple. C'est Mai, qui est une jeune fille qui a toujours rêvé d'être une idole, qui n'est pas forcément la plus talentueuse, mais à force de travail, elle a intégré Happy Fanfare, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Happy Fanfare, qui est un groupe, qui a un quintet, et puis chacune a une personnalité dans le groupe. La notoriété vient progressivement avec le travail, les tournées, les séances avec les fans, mais elle va rencontrer dans la rue, de façon totalement fortuite, un mime qui lui vit totalement différent de ça, un mime très doué, avec certains tours assez fantastiques, et puis qui vit de ce qu'on lui donne, quoi, qui vit très chichement dans son van. Et puis progressivement, ils vont tomber amoureuses, elle va tomber amoureuse, et lui, et puis... cette liaison va être découverte. Et la deuxième partie du film, c'est de voir comment le système va réagir, ses employeurs d'abord, et la justice ensuite. Mais il faut préciser qu'il y a eu d'abord, c'est pas la première à avoir une relation amoureuse, il y a d'abord la leader du groupe qui a une relation et qui, elle, va totalement laisser tomber son petit ami, se repentir, etc. Donc voilà. Alors c'est très bien fait. Si vous y allez voir en disant je vais voir un film super sexy, c'est pas du tout le thème du film. Le film, c'est l'image de la femme japonaise finalement dans les yeux de ceux qui n'en auront jamais aidé comme ça, et qui sont d'autant plus... ils peuvent devenir féroces parce qu'ils disent c'est la seule façon que j'ai d'avoir une jolie femme dans ma vie. Donc elle ne peut pas me trahir. Moi je suis fan, je dépense beaucoup d'argent, on ne peut pas me trahir. Voilà le thème du film. Et évidemment, le combat de Mai, ça va être, plutôt que son leader qui a joué le rôle, ça doit être d'essayer de briser ça. Voilà. Et là on va voir que elle veut briser, mais tout le monde ne se bat pas forcément sur la même ligne. Et à la fin, elle ouvre un OnlyFans. Non, c'est pas ça. Non. À la fin, il y a une fin, puisqu'en vérité, c'est l'histoire vraie d'un combat. Faut pas la dire la fin. Ah non, faut pas la dire la fin. Faut pas la dire la fin. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que le film était très intéressant, bien joué, les personnages étaient crédibles, et donc je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir ce film. Je ne sais pas s'il va avoir du succès en France, parce qu'ils l'ont sorti en France parce que la France est le premier marché hors du Japon pour les mangas. Mais c'est énorme, les mangas en France, c'est 60% du marché japonais. C'est le premier marché d'exportation. La photo est excellente, puisque la photo du film a été faite par Ryusuke Hamaguchi, qui est celui qui avait fait la photographie pour ce chef-d'œuvre qui est Drive My Car, sorti en 2021. Donc, c'est Tamagotchi son nom ?
Non, c'est pas ça. Non. Il avait été présenté au dernier festival de Cannes, mais c'est le sujet qui ne peut pas donner lieu à récompense. Parce que les idoles, déjà, les festivaliers, il y a forcément un a priori par rapport au sujet. Mais c'est un très bon film, c'est très émouvant, et puis c'est un film de combat féministe. Donc, moi j'ai beaucoup aimé, mais Isabelle a peut-être une vision différente. Est-ce que tu n'as pas trouvé que les extraits sonores cassaient le rythme du récit un petit peu? Mais t'es obligé, c'est un groupe d'idoles. Oui. Il faut quand même montrer ce que c'est. Enfin, je sais pas, moi, s'il n'y avait pas d'extrait sonore, quelqu'un qui n'est pas branché idol pourrait se demander de quoi exactement on parle. Oui. Donc, non, moi, ça ne m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné du tout. C'est un film qui met en avant les pratiques marketing barbares et misogynes, hein, je trouve. Du Japon, oui. Oui, voilà. Mais oui, ça a le mérite de montrer cette pratique d'un autre temps, on va dire. Et donc elle est un peu seule contre tous, et c'est elle qui va être traînée dans les tribunaux pour avoir aimé un garçon. Voilà. Elle va se battre au prix de sa carrière naissante. Oui, alors il faut dire que les gens dans le système s'accrochent parce que c'est une véritable industrie au Japon. Les idoles n'ont pas seulement du succès au Japon, mais ça a essaimé dans toute l'Asie. Elles font des tournées en Corée, en Chine, à Taïwan, etc. Donc pour un groupe qui perce, comme AKB 48, dont je parlais au début de sa chronique, ça peut représenter beaucoup d'argent, quoi. Et celui qui casse le moneymaker Enfin voilà, c'est vrai que c'est difficile pour nous de se représenter. On n'est pas en France dans cette mécanique de. Mais en France, marketing. partout, il y a des Japan Expo qui font des entrées par centaines de milliers. D'ailleurs, il y a des affiches à Paris, là encore, sur un truc japonais. Évidemment, c'est pas France Inter fait pas sa une là-dessus, mais ça fait énormément d'entrées, énormément de ventes. Alors, les groupes d'idoles ne tournent pas en France, essentiellement pour des raisons de sécurité, parce que sinon il y aurait du monde, parce que sinon on leur a dit que si elles faisaient ça, il y aurait des manifestations féministes à l'entrée, etc., et que ça pose des problèmes. Donc ils ne font pas des tournées, non pas parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait personne, mais parce que ça a été jugé comme pas fiable, et comme elles sont déjà celles qui perdent surdemandées, on se passera au niveau tournée de la France. Voilà. Non, mais me laissez pas tout seul comme ça, là. Je vous sens quoi et estomaqué. Non, c'est un très bon film si vous en indiquez au sujet. C'est un film intéressant. Hein. C'est un film intéressant. La législation a récemment évolué, hein, mais bon, ça, c'est un des sujets du film. Voilà, alors... Donc ça va mieux maintenant, c'est ça que tu veux dire? Oui, heureusement. Ça a évolué. Oui, mais... Il y a l'évolution alors si on a, je suis plus dans le film, je suis dans le réel. Il y a l'évolution de la loi, puis il y a l'évolution des mœurs et des comportements, et c'est pas tout à fait synchrone, quoi. Ouais, il faut attendre un peu, quoi. Faut attendre un peu. Bon, tu peux me parler d'un film qui a fait un bid extraordinaire? Un bid. Christy. Un bid. Non, Christy, non, peut-être que je vais le défendre, Christy. Non, mais elle a fait un bid commercial. Ah, pas oui, peut-être. De qualité. Ok, oui, sans doute. Christy, interprété par Sydney Sweeney, que vous avez vu récemment dans... La femme de ménage, qu'apparemment tout le monde a défendu ici. Non, c'est faux, vous inquiétez pas. Non, Christy qui passe un peu sous la vague du marketing, mais pourtant c'est un très bon film sur la boxe, puisque ça raconte l'histoire de Christy Martin, qui est une boxeuse dans les années 80, et elle se marie avec son entraîneur. Le problème, c'est que Christy Martin elle-même, c'est une femme qui est lesbienne, qui adore les femmes. Donc là, et puis après, elle se fait casser les cervicales pendant un match, et Clint Eastwood, il est triste. Ah non, c'est pas ce film-là, c'est pas la même boxeuse. Non, il évoque Million Dollar Baby, le film de Clint Eastwood sur la boxe féminine, qui était excellent d'ailleurs. Oui, bien sûr. Là, bon, vous voyez à peu près l'enjeu qu'il y a dans le film, c'est-à-dire une sorte de relation toxique, mais Christy Martin n'a pas totalement la liberté de faire ce qu'elle veut, même si elle est une grande championne. Pour le coup, c'est un film qui est... Mais on peut dire qu'une boxeuse, ça a de la défense, a priori.
Apparemment. Bravo. Ah oui. Oui. Ça, la défense, ça peut avoir de l'attaque aussi. Parce donc, que si tu dis à une championne de boxe, attention, je te mets une tape, tu risques de te prendre un direct, Mais attends, et puis d'aller à l'hôpital te faire refaire le nez. Hein. Mais l'entraîneur, il peut répondre aussi, techniquement, puisqu'il lui a appris, non? Je sais pas. Ah oui, mais il est Pas plus sûr vieux. que- Oui, voilà, il est Ah. plus vieux et plus le temps avance, plus le temps avance dans le film, plus il commence à être très fatigué et plus il commence à devenir très désagréable. Donc Il est plus vieux, il a mis des bottes et tout ça. Donc le film va en quelque sorte monter en gradation dans cette relation toxique et de montrer à quel point que la toxicité dans le sport peut avoir un grand coup dans une carrière sportive. Ce qui est très intéressant, c'est de voir Sydney Sweeney. Alors on a vu ses prises de position politique très récemment et de fait qu'elle fait un rôle un peu à contre-emploi. Là, je trouve qu'elle est très talentueuse pour le coup. Là, pour une fois, elle fait pas sa bimbo dans. C'est quoi ces positions qu'elle a prises? Parce que moi, je suis touriste, moi, c'est pas ça. Disons qu'elle se penche du côté des républicains. Ah, voilà. ok. Donc c'est un peu ambigu chez elle, mais ce qui fait un peu la force de sa personnalité, disons cela. Mais c'est très La intéressant. dualité de l'homme, enfin Eh de oui. la femme. en Donc- l'occurrence. Mais pour le coup, là, c'est vraiment très pertinent. Et il y a une séquence, et la toute dernière partie prend un peu un tournure un peu anxiogène, tourne un peu dans... Là, on touche vraiment au paroxysme de la question du toxique dans un couple et dans une carrière sportive. Après, évidemment, vu que c'est un biopic, forcément, la mise en scène est est très académique, forcément. Donc, on va pas prendre des risques, puisqu'on est là pour parler d'une sportive. Donc, pour le coup. Mais Christie est pour moi un très bon film. Ça dit biopic, ça veut dire que l'histoire est réelle. Ah oui, 100% réel. Oui, bien sûr, oui. Mais d'ailleurs, C'est l'histoire de Raël? J'ai pas compris. il a dit biopic. Ah, oui. Ah ah, Il a dit biopic. d'accord. Ce C'est- signe subtil pour me dire qu'il faut passer la piste. C'est une magnifique transition. Voilà. Des fois que. Allez, c'est parti, on la lance. Ça démarre doucement. Hein. Ouais. Ça bug pas, quoi.
Et oui, c'était donc... Après, Ah oui, oui, oui. que le son soit. Ah oui, oui, oui. J'ai eu une petite... Ah oui. J'ai cru pouvoir lancer un jingle et j'ai pas pu. Voilà. Radio RGB 99.2. Voilà. Oh, tu le fais bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on va rattaquer par un film qui a été vu par un duo de chroniqueurs, chroniqueuses, qui ont été vus par Alter à ma droite et Go à ma gauche. Donc on commence par Alter, ordre alphabétique. Présente. Allons-y, Alter. Isabelle. C'est un film qui a été sélectionné au Festival de l'Alpe d'Huez, donc c'est une comédie que je qualifierais de fable noire paranoïaque, réalisée par Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, avec Laurent Lafitte dans le rôle d'Axel, avec Laurent Lafitte dans le rôle d'Alex, et avec Blanche Gardin, Olga Kurylenko, Zabou Bretman. Alors le pitch. Tout va pour le mieux pour Alex, qui vit avec sa femme et son fils dans une maison mitoyenne. Il a un bon boulot, ça se passe bien, il semble heureux. Mais son univers bascule lors de l'arrivée des nouveaux voisins. Axel est son sosie, mais avec des cheveux. Seulement, personne ne semble s'en rendre compte. Alors, c'est déjanté, efficace, drôle, inventif, absurde. Moi, j'ai trouvé ce film jubilatoire. Alors, c'est une comédie tout public qui est hilarante avec un troisième acte réussi, ce qui n'est pas évident pour ce type de film. On va le comparer à Quentin Dupieux, mais c'est sur le thème du double et de l'estime de soi, de la virilité, de la jalousie, des petites mesquineries humaines. Alors moi, j'ai pensé immédiatement à un film qui s'appelle La Moustache. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Moi, j'ai pensé au film avec Kev Adams où il est d'Emmanuel chauve. Carrère avec Vincent Lindon. Alors, le comédien nommé meilleur acteur au dernier César nous offre 2 performances réjouissantes pour le prix d'une. Il a d'ailleurs remporté le prix d'interprétation au Festival de l'Alpe d'Huez. Parce qu'il joue bien sûr les deux. Et alors, le saviez-vous, Laurent Lafitte a tourné face à un véritable comédien qui s'appelle Ahmed Hamadi Chassin et qui est mentionné en tout début de générique. Voilà. Donc, allez voir ce film, on passe vraiment un bon moment. Et Go, qu'est-ce que t'en penses ? Ego. Ego, il en pense que c'est un très bon film aussi. Nicolas Charlet et Bruno Lavenne font une comédie très sympathique sur la question du double. Une comédie, on va dire, symétrique, hein, parce que dans le film, la maison est séparée en 2, mais dans ces maisons, c'est exactement les mêmes pièces. Ils inventent un double personnage, Alex et Axel, pour interroger sur la question de soi, sur l'ego, justement, sur la différence entre les classes sociales et sur les qualités humaines, puisque souvent, l'humain a tendance de se comparer aux autres, généralement, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. On est obligé de... Dans les vestiaires du foot aussi. Oui, exactement. Oui, c'est ça, mais c'est vrai. C'est pas de virilité. Hein. Oui, bien sûr. On est obligé de se comparer à un double, à un supposé double. Je trouve que le rythme comique est excellent. Le duo de cinéastes joue sur des situations de gêne pour provoquer via des sous-entendus ou des blagues plus appuyées. Par exemple, il y a des sous-entendus, par exemple, sur Michel Fourniret. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est toujours drôle, Michel Fourniret. C'est comme si je parlais... Oui, c'est comme si je disais ça comme tous les jours, quoi. Mais Alter Ego, en tout cas, performe par le montage. Il l'utilisait comme une véritable grammaire comique. Et c'est pour ça que le rythme est très accessible et très soutenu. Et évidemment, forcément, Laurent Lafitte est en très grande forme après son César. Et là, il le prouve avec un double rôle, mais de feu, quoi. C'est exceptionnel, pour le coup. Mais il y a une unanimité, alors. Oui. Allez le voir, c'est... D'accord. Bon, alors on va enchaîner sur un film où il y a également que 2 personnes qui l'ont vu. C'est La Guerre des Prix. Je te laisse commencer et après j'enchaînerai. Vu que c'est un film un peu particulier pour moi. Oui, j'avais compris. Alors, la Guerre des Prix, c'est un thriller avec Anna Girardot, Olivier Gourmet et Julien Frisson. Et alors, il est sorti le 18 mars 2026. La Guerre des Prix, c'est le premier long métrage d'Anthony Deschaux. S'impose comme un thriller social percutant qui plonge dans les coulisses impitoyables de la grande distribution. Alors, le pitch, c'est Audrey, fille d'agriculteur et chef de rayon,
dans un hypermarché en province, se voit propulsé à la centrale d'achat de son enseigne afin d'y défendre la filière bio et locale. Alors elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables. Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d'un système impitoyable. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut changer un système aussi grand de l'intérieur avant qu'il ne nous change ? Plonger dans la guerre des prix du lait entre industriels et producteurs locaux, à travers le regard de quelqu'un qui se bat pour plus d'équité, c'est une fiction avec une dimension thriller qui permet de rendre accessible à un large public les problématiques profondément actuelles. Voilà. Alors, j'ai été voir La guerre des prix pour une raison très simple, c'est que je suis dans le film. Enfin, plus exactement, il y a quelques années, j'étais dans le film, puisque j'ai travaillé dans une vie antérieure dans la grande distribution. J'étais acheteur liquide et alcool pour la zone sud d'une enseigne qui a disparu depuis, parce qu'il y a eu beaucoup de concentration. Mammouth. Et je tiens à dire... Allez, dis un nom. Continent. Ah, Continent. Ah, je le connaissais même pas celui-là. Ah bah, mais il y avait quand même plus de 35 hyper en France. Hein. Ouais. Pas exactement la boutique du quartier. Bref. Plus les super, plus bon. Le caractère impitoyable du film, c'est qu'il y a deux séries de personnages qui cohabitent et qui se renforcent l'un l'autre. C'est-à-dire dans une centrale d'achat d'un immense groupe, et là c'est le groupe d'Herval, mon nom imaginé, qui regroupe plus de 600 magasins. Le groupe d'Aval ? D'Herval. Ah, pardon, c'est l'autre. Et plus de 600 magasins, donc ça pèse dans les fournisseurs un chiffre d'affaires considérable. Et même si on se centre là sur les produits laitiers, il y a deux types de dirigeants dans une centrale d'achat. Il y a les dirigeants sortis des grandes écoles de commerce, coordonnent, pilotent le tout. Et puis il y a les négociateurs. Les négociateurs, c'est le système Intermarché Leclerc, par exemple, mais c'est des gens qui sont sortis de la base. Je connais en plus, c'est très marrant, parce que le négociateur principal qui est joué par Olivier Gourmet, on le présente comme quelqu'un qui est parti d'un rayon boucherie qui maintenant a 2 hypermarchés à Nantes. Et il se trouve que je connais à Nantes, vous avez 2 fois 2 hypermarchés qui appartiennent à des gars partis de la base. C'est-à-dire qu'il y a 4 hypermarchés Leclerc et par de haut, ils appartiennent à un type à chaque fois parti de la base. Alors, c'est des gens très féroces dans les négociations parce qu'ils réalisent qu'ils en sont là parce qu'ils ont une image de prix bas et qui sont attaqués par en dessous par des gens qui font des prix encore plus bas comme Netto ou Lidl. Donc là où on voit dans le film, c'est un peu pris en tenaille, c'est que les produits bio se vendent moins bien, ce qui est un cas depuis plusieurs années, mais ce qui se vend mieux, c'est les produits locaux. Et locaux et bio, c'est ce que va essayer de vendre donc celle qui est promue, qui est une chef de rayon qui est promue à la centrale d'achat, parce que son frère a repris l'exploitation, et puis il essaye de fédérer sous le label Petit Fermier une nouvelle façon de produire et de vendre. Il y a des scènes, les scènes que vous avez dans le film, notamment les négociations se déroulent dans des box où il n'y a aucune fenêtre, uniquement de la lumière artificielle, où vous pouvez accéder aux box que par des digicodes qu'on vous donne ou qu'on ne vous donne pas. Et là, c'est impitoyable. Au niveau de la négociation des prix, c'est impitoyable. Tous les coups sont permis. Et Olivier Gourmet fait une prestation. Je ne dis pas qu'ils étaient tous comme ça, mais il y en a qui étaient comme ça, quoi. Il peut surpasser des représentants d'industriels parce que lui, il a tout connu. Et il connaît les magasins. Il a des magasins. Donc... Mais ceci dit, on voit que dans le film, les industriels, il y en a des PME qui ne résistent pas, d'autres qui vont passer par 1000 morts, parce qu'il y a une larme absolue de la grande distribution, c'est le code noir. Alors qu'est-ce que le code noir ? C'est si jamais la centrale d'achat décide qu'elle vous applique le code noir, ça veut dire que tous vos produits disparaissent des rayons en 48 heures dans tous les magasins et qu'on ne passe pas une seule commande. Pas cool. C'est le noir, c'est pas ça.
ça fait pas allusion à la couleur de peau, ça veut dire que Oui, c'est pas on le éteint la nécessaire. lumière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de produits, il n'y a plus de commandes, il n'y a plus rien, c'est le D'accord. noir absolu. Ouais. Donc, et là où le film va jusqu'au bout de la réflexion, c'est que, alors que l'éleveur, un peu comme dans Petit Paysan avec Swan Arlo, ils sont très sympathiques, ces exploitants. Mais quand je regardais le film, je me dis, ces exploitants-là, comment ils vont pouvoir tenir, à part jouer la filière produits locaux et produits de proximité face à l'Ukraine, avec ce qu'on a signé avec l'Australie, avec l'Argentine ou le Brésil. Mercosur. Où là, on n'a pas 72 vaches, on en a 720, voire 7200, quoi. Donc, ça vaut le coup. Je dirais que tout n'est pas vrai, mais je dirais que 90% est vrai, et il a eu le courage de faire une fin, parce qu'il y a une fin qui n'est pas politiquement correcte, parce que sinon, ça aurait été trahir le film, quoi. Oui. Est-ce que c'est un peu un docu-fiction ou... Non, il y a une vraie histoire. Ouais, il y a une intrigue. Il y a une vraie intrigue. D'ailleurs, Olivier Gourmet, qui apparaît comme une véritable machine de guerre, à un moment donné, il peut montrer ses limites, et on peut voir qu'il y a un match, en vérité, il y a de toute façon un match dans les centrales d'achat entre les diplômés et les gens venus du terrain. Forcément, ils n'ont pas les mêmes positionnements, ils n'ont pas les mêmes atouts, mais celle qui est la patronne de la centrale d'achat, c'est une femme qui est excellemment jouée par Aurélia Petit, qui joue le rôle de le personnage de Claire Roussel dans le film, et celui qui vient du terrain, c'est c'est Fournier, joué par Olivier Gourmet, qui est sensationnel dans le rôle. Et l'héroïne, entre guillemets, c'est Anna Girardot qui joue le rôle d'Audrey. Et donc c'est un très bon film. J'ai peur qu'il ne marche pas parce que la guerre des prix actuellement, qui a envie d'aller voir, le titre est terrible. Or, c'est le sujet du film, mais c'est peut-être pas forcément ce que les gens ont envie d'aller voir. Enfin, si vous voulez voir le dessous des cartes, parce qu'à la télé, on voit beaucoup Michel-Édouard Leclerc, par exemple. Ouais. Personnage sympathique, tendre, on lui tremperait son biscuit dans le lait avant de lui donner à manger, tellement il est chamallow. Mais On tremperait bien le biscuit avec lui. mais il n'a ça non. Mais il faut savoir que lui, il est employé de la centrale, il n'a pas de magasin, par exemple. Michel-Édouard Leclerc n'a pas de magasin. Ce qui est une bizarrerie, mais il a la légitimité de son père, et puis c'est un très très bon communicant, quoi. Voilà ce que je peux dire sur ce. Puis il a des belles cravates. Il a de belles cravates. Ça, c'est et puis consensuel. Tu vois, comme... Puis quand on lui demande s'il se présente à la présidentielle, il dit oh non. Vraiment, est-ce que j'ai vraiment. Va pas le lui niveau donner des idées. Est-ce que j'ai envie Bon, c'est un film très instructif. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, je ne saurais trop vous conseiller d'aller le voir. Et ayant vécu le truc de l'intérieur, c'est toujours un peu angoissant d'aller voir un film sur un sujet qu'on connaît de l'intérieur. Parce qu'on se dit, je vais peut-être dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, j'ai été surpris que non, il a bien saisi le terme. Et je terminerai là-dessus, il a eu l'idée de faire le film, parce que, comme il était comédien et réalisateur, il a animé un séminaire d'acheteurs. Parce que généralement, on les réunit. Moi, j'ai organisé des séminaires d'acheteurs, par exemple, pour leur faire découvrir. On voulait monter en gamme dans les whiskies et les whiskays, donc j'ai organisé des voyages en Irlande et en Écosse pour une vingtaine d'acheteurs qui pesaient un paquet de millions chacun. Et donc, c'est quelque chose... quand il a vu la mentalité des gens, comment ils parlaient, comment ils échangeaient à table, c'est ça qui lui a donné l'idée de faire le film. Et j'arrête là-dessus, parce que là, j'ai limite été trop long, mais comme le sujet me tient un peu de façon un peu particulière à cœur, voilà, c'était donc le film La guerre des prix de Anthony Deschaux, et c'est un très bon film. Impeccable. Oh là là, là, il y a encore un silence. Un silence incroyable. Un silence. Que tu vas briser, bien évidemment. Non. Je sens que Bora, il a envie de briser le silence. Alors, il a envie de briser le silence avec quel film ? Alors, est-ce qu'on va enchaîner sur le second film de la boxe, puisqu'il y a 2 films de boxe après Christie, parlons de La danse des renards.
Je savais qu'il avait envie de. Il a envie de cogner. Il n'était pas rassasié avec. Le premier film. Pour un film sur la boxe, il a envie de cogner. C'est Eh normal. oui. La danse. Ah oui, la danse des renards, c'est un film sur la boxe, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Alors on est, allons-y pour le deuxième film sur la boxe. C'est vrai Direction. que vu le nom, ça aurait pu être un truc chasse et pêche ou un truc comme ça. Ne vous fiez pas à ça. Mais un tout petit peu. Ah ouais. Oui, Ouais, ou ouais. un spectacle de Chantal Goya, c'est la danse des renards. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, elle est trop contente. On lui a Effet rendu- gros. On lui a rendu sa marionnette panda. Je sais que ça n'a absolument rien à voir, mais il paraît qu'elle est très contente. Voilà. On lui- Merci de cette information. C'était important. Ouais. Crucial. Bon, allez, La suite rembraye de parce que l'émission. sinon tu vas perdre le fil. Bon, direction l'attaque. Alors, le pitch, du coup, c'est Camille qui est joué par Samuel Kircher, le frère de Paul Kircher, qui fait de la boxe. Et parallèlement, il a une C'est un fascination pote à pour Sarkozy. Pas mal, bien joué, je viens de comprendre la vanne en plus. Salut, Kircher. Ouais, c'était un d'accord. Parallèlement, il a une fascination pour les renards. Alors, en ayant trop curieux sur les renards, il va au bord de la falaise pour justement observer des renards. Malheureusement, il glisse de la falaise et il fait une chute de 10 mètres. Donc, c'est-à-dire, il a une ouverture au bras ici, qu'il a une grosse cicatrice. Du coup, il a une incapacité derrière à faire de la boxe. Mais vous allez voir que le récit prend une tournure un peu particulière. Au rythme du coup des pas des boxeurs, tel un renard, puisque si vous suivez bien les Tel mouvements, Naruto. si vous suivez bien les mouvements des boxeurs, ils sont un peu comme des renards à sautiller un peu partout. Le film ne se limite pas à l'usage du mouvement de l'animal, mais plutôt au mouvement de la boxe, mais aussi surtout à avoir la capacité mentale de l'humain, puisque vous allez voir que Camille dans le film, c'est un personnage qui est très rusé, qui défie ses adversaires à leur espace mental. Gagner, c'est aller dans la douleur. Parce que dans le film, quand il a des combats de boxe, il fait, disons, semblant qu'il a mal. En fait, il a une paranoïa de la douleur. Il est tellement traumatisé par voir une once de douleur ou une once de sang qu'il a envie d'abandonner à chaque fois. Et donc, du coup, derrière, Camille n'est pas tout seul, puisqu'il est dans un groupe de boxeurs. Ils souhaitent, eux tous, d'aller en quelque sorte vers des championnats d'Europe. Et à cause de ça, quand la névrose de Camille va en quelque sorte créer une sorte de dissolution dans un groupe, enfin ça va créer une faille, une fracture, une véritable séparation dans un groupe, et ça va provoquer forcément des jalousies, parce que quand vous participez à des championnats d'Europe, vous vous donnez à fond quand vous êtes boxeur. Je trouve que Valérie Carnoy, qui est le réalisateur qui filme l'adolescence au plus près d'un groupe de masculinistes, moi je donne comme interprétation qu'il y a un petit sentiment d'ambiguïté sexuelle, on va dire ça comme ça. Je pense qu'à mon avis, on peut un peu supposer une tension sexuelle ou amicale. En tout cas, ça respire en quelque sorte la virilité. Enfin, la virilité provoque ce sentiment d'ambiguïté sexuelle. Et puis, pour finir, je trouve que contrairement au film Christie, dans le film La danse des renards, le travail sur les combats de boxe et notamment sur le son, on en parle très peu du son en général dans cette émission, mais le mixage son est vraiment très impressionnant, que ce soit les coups dans les feintes, les directs, l'uppercut, vraiment il y a tout un travail sonore autour des mouvements de la boxe. Donc pour le coup, Les danses des renards, c'est plutôt un film qui est très réussi pour le coup, et c'est plutôt une très bonne surprise pour le coup. Oui. Quelqu'un d'autre a vu ce film ? Non, alors on va rester sur cette excellente impression. Dans les films, on a forcément un film. Qui a vu Il Maestro ? Puisqu'on est dans les Toi ? films sportifs, non. Pas Non. vu. T'enchaînes, tu fais 2 films sportifs et puis après on passe sur autre chose. Alors, Il Maestro d'Andrea Di Stefano. Alors du coup, j'ai pas sur mes notes, donc du coup, on va faire un petit peu de l'improvisation, on va dire ça comme ça. Il Maestro. Alors moi, je suis vraiment un passionné de tennis, et donc du coup, quand il y a un film sur le tennis, ça m'intéresse. Tu te précipites. Je me précipite. Mais le problème, c'est que c'est un film qui ne parle pas du tout de tennis. Enfin, la première partie parle de tennis, puisqu'on suit un jeune joueur espoir italien, un peu comme si c'était Yannick Sinner, mais avec 10 ans de moins, si vous voulez. Donc, ce genre de tennis, du coup, il n'enchaîne que des défaites. C'est-à-dire que quand il fait un tournoi, il perd dès le premier tour.
à cause d'un entraîneur qui n'en a à peu près rien à battre du tennis, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte omnubilé par les femmes, par la vie, par la drogue, par l'alcool, enfin tout ce que vous voulez, mais le film ne parle pas de tennis. Alors l'entraîneur qui est joué par Pier Francisco Favino, j'ai l'impression le film se concentre à peu près sur les problèmes de l'entraîneur et non pas sur les réels problèmes du joueur, parce que après je sais pas quelle est la véritable intention du film de Andrea Di Stefano, de savoir s'il veut se concentrer sur le joueur ou est-ce qu'il veut se concentrer sur l'entraîneur. Les deux peut être très intéressant de voir la relation sportive, on va dire ça comme ça, entre l'entraîneur et le joueur, mais le film préfère se concentrer sur les problèmes de l'entraîneur. Donc du coup, moi j'ai l'impression que j'en ai un peu rien à faire, quoi. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans la tête du joueur concrètement, puisque le film, justement, parle de tennis. Et en ce qui concerne la mise en scène quand il filme le tennis, hein, c'est toujours très intéressant de voir comment les cinéastes filment les matchs de tennis. Bon, c'est pas trop non plus réussi, puisque c'est des découpages très simples entre les coups et les échanges. Mais Il Maestro, c'est pas un film que je vous conseille d'aller voir. C'est un film qui est très mitigé pour le coup, selon moi. Est-ce que ça explique comment ils comptent les points dans le tennis? Parce que moi, j'y comprends jamais rien. Il y a 15, 30, 40, égalité, avantage. Jeu, ouais, avantage, ouais. Bon, Isabelle, tu as le privilège de faire le dernier film avant le quiz. La Maison des Femmes. À la Maison des Femmes, allons-y. Juliane. La Maison des Femmes. La Maison des Femmes. Alors, c'est un film de Mélisa Godet, qui signe aussi le scénario avec Karine Viard, Laetitia Deutsch, Eye Edara, Pierre Deladonchamp, Laurent Stocker. Donc, avec une belle distribution. Alors le pitch, la Maison des Femmes se bat pour aider les femmes victimes de violences. Diane, médecin, Manon, sage-femme et leur équipe accueillent Inès, une interne stagiaire, au moment où un inspecteur vérifie le fonctionnement de leur structure d'accueil. Donc ça, c'est le contexte. Et alors, attention, sortez vos mouchoirs, car ce film choral nécessaire a une valeur documentaire. Il parvient à émouvoir, évidemment, parce que nul ne peut être indifférent au sort de ces femmes dont les vies ont été brisées. Qu'il s'agisse d'excision, de violences conjugales, intrafamiliales ou d'IVG, c'est de la réparation dont il est question. Quel que soit le milieu social ou l'origine de ces femmes, les établissements comme la Maison des Femmes aident les victimes à trouver la résilience en elles et par des groupes de parole. Alors c'est un premier long métrage, tourné principalement caméra à l'épaule, dont la sortie quelques jours avant le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, a quelque chose de symbolique. Le collectif de solidarité des soignants apporte bienveillance et courage. Et c'est un film qui est librement inspiré de la Maison des Femmes de Saint-Denis et de l'histoire vraie de Ghada Hatem, sa fondatrice. Donc un film éminemment pédagogique qui vise à faire connaître son combat et l'utilité des soutiens partout en France. Alors le voir, c'est selon moi un geste politique, voilà, en faveur des femmes et des droits des femmes. Et apparemment, ce film est en train de trouver son public, hein, comme je Oui. le disais au début de l'émission. Hein. Puisqu'il il rebondit en 3e semaine. C'est signe qu'il va rester un certain temps à l'affiche. Et donc, c'est non seulement mérité, mais ça fait œuvre utile. Oui, et puis moi j'ai beaucoup pleuré. C'est un film qui est bouleversant pour moi. Bon. Alors. On va enchaîner par une autre tragédie, mais pas dans le même genre, le quiz. Ouh là 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 là. Alors, loin des blablas, on va commencer, tout simplement. Je veux dire tragédie pour nous, et comédie pour Bora. Ça dépend, si jamais vous trouvez tous les films en 4 secondes, c'est une tragédie pour celui qui a fait le quiz. Bon allez, on commence. C'est parti. La Maison des Femmes. Non. Ah non, merde. Un film du XXe siècle, mais de la fin du XXe siècle. E.T. Ah, tu l'as peut-être pas vu, ça. Si, c'est connu ça. Mince. Celui qui
l'a mis en scène s'appelle Robert. Enfin, son prénom. Hein. Redford Guédiguian. Rodriguez, non? C'est Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. Forrest Gump. Voilà, Forrest Gump, bravo. 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 Alors le... Forrest court. Je mets l'autre. Ouais, l'autre c'est cadeau. C'est cadeau l'autre. Cadeau pour Bora. Ah oui, c'est cadeau pour... Ah, c'est. Scarface. Qui a dit Scarface. Scarface, très bien. Ouais, Nicolas. Bien joué, Nico. De Hans Zimmer. Film de Brian De Palma de 1983. Film, on peut le cataloguer dans les films mythiques, je crois, Scarface. Ouais. C'est vrai que Gérald De Palma, c'est des bons films. hein. Allez, 6e extrait. Personne ne trouve ou quoi? Musique de Frédéric Alvarez. Le célèbre. J'allais le dire. Il est un peu moins connu que Paul McCartney, mais... Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est un film de 2025. Deux. Dans ce film, il y a Alex Lutz. Connemara. Quoi? Connemara. Non. Dans ce film, il y a Karine Viard. Mais c'est vachement dur les films avec Alex Ah, Lutz je l'ai parce que vu, personne ne va les voir. Une nuit. Non. Bon, là, je vous donne le gros indice. Dans ce film, il y a François Cluzet. Fils de. Fils de... Voilà. C'est le nom entier ou c'est un C'est peu- Fils de. Le nom du film, c'est Fils de. Ok. Mais c'est vrai que ça se passe pendant une nuit. Donc ça pourrait Oui. s'appeler une nuit en effet. Donc, alors, le prochain aussi, facile. Sirat. Sirat. Je savais qu'il allait pas faire long feu celui-là. Sirat, donc réalisateur Oliver Locks, sorti en 2025. La musique est de Candy Ray, avec Sergi Lopez, Bruno Nunez, Stéphanie Agada et Joshua Liam Henderson. Je passe à l'autre. Ouais, l'autre simplement, c'est la musique. Enfin, ça fait partie de la bande originale d'un film, mais c'est un cover. Ah. Donc vas-y. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a C'est carnival C'est Sting qui chante. balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are Il chante une slipping musique de. past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Alors là, C'est un film très connu, mais d'une époque, t'étais doublement pas né. Like a tunnel that you follow to a tunnel of Musique de Michel Legrand. Bah allez, je vais quand même vous donner to a cavern. que vous trouviez. Dans la distribution, il y a Fade Away. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Bon, et là, je vous donne. Demoiselle de Rochefort. Non, Parapluie de Cherbourg. non. Brise de Nice. Dans la distribution, il y a aussi, bon là, il y a aussi Steve McQueen. L'affaire Thomas Crown. Voilà, ouais. l'affaire Thomas Crown. Musique de Michel Legrand. J'ai pas vu. Très bon film.
va voir. Enfin, en 1968, quand c'est sorti, c'était un très bon film. Mais là, ça fait un peu Cro-Magnon, quoi, parce que... Il y a eu un il y a remake, pas- non quoi Il y a eu un remake. Je crois qu'il y a eu un remake, je suis pas sûr. Là, tu me poses une colle. Il me semble. Morceau suivant. Fastoche. La vie scolaire. La Pardon vie scolaire. C'est dans la vie scolaire. Non, ça, Le film, c'est Donne-moi ton carnet de liaison. je vous demande le film dans lequel, pour la première fois, ce morceau a été utilisé. Si je dis Michel Pfeiffer, peut-être c'est un bon indice. Oui, il y a Michel Pfeiffer. Casino. L'histoire du professeur avec ses élèves. Je donne le metteur en scène, Spike Lee, non? John N. Smith. C'est le professeur. Bah, c'est un film pourtant qui est pas très vieux puisqu'il date de 1995, je me sais chier. Mais la bande originale avec ce morceau est beaucoup plus connue que le film. C'est donc Est-ce un que- film avec... Est-ce qu'elle est déguisée, Pfeiffer? Non, elle ressemble Non, c'est plutôt... pas Catwoman alors. Non, elle ressemble plutôt à Michel Pfeiffer dans le film. Ah, quoique... Elle se la joue un peu comme Alexandre, là. Au niveau- Bah, c'est-à-dire avec blouson de cuir et tout, bon, c'est Esprit rebelle, Dangerous Mind, 1995. D'accord. Ah, un. Alors, on va repasser dans le 21e siècle, parce que je sens que Bora est déstabilisé. Donc, film du 21e siècle, en plein dans le 21e siècle. Voilà. L'île au chien. Non, The Grand Budapest Hotel. Voilà, The Grand Budapest, il est restabilisé là. Donc un film de Wes Anderson avec musique Alexandre Desplat, avec Ralph Fiennes, Mathieu Amalric, Adrien Brody, William Dafoe. Il y a un casting absolument d'enfer dans ce film. Et puis la musique est vraiment... Elle est sublime. Elle est sublime. Ouais. La musique est absolument sublime. On passe à l'autre alors. On passe à l'autre et au dernier. La chèvre. Non, mais il y a un Non. dégât dedans. Le fugitif. Non, Les compères. non. Je vais tous les tester. C'est Francis Weber? Non? C'est Vladimir. Non. C'est Vladimir Cosma déjà. C'est Vladimir Costa. Costa. Cosma. Cosma. Ouais, Cosma. Cosma Costa. Costa Rica. La soupe aux choux. Non. Coup de tête. C'est. Je reconnais que c'est pas aussi facile que ça parce que bon, il y a Pierre Richard, Ouais. il y a Jean Rochefort, il y a Jean Carmet, Préparez vos mouchoirs. il y a Paul Le Person et il y a Mireille d'Arc. La grande chaussure. Non. Le grand blond? Grand blond, ouais. Tu veux dire le grand blond avec une chanson noire? Ouais. Non. Non? C'est Le pas loin, retour quand du grand blond. Le retour du grand blond. Bravo. C'est le J'ai retour. vu ton œil un peu. C'est le retour du grand blond. Bah, ça a été très bien ce quiz là. Vous avez. C'est bien, vous avez galéré. Il est content, Laurent. Non, Non. ils ont pas si galéré que ça, mais enfin c'était un quiz intéressant. Puis bravo à Nico pour Scarface. Hein. Ah ouais, Ah, Nico, Scarface, alors là, c'est incroyable. Ouais, fallait le trouver celui-là. Bien joué. alors on va repartir de l'avant avec, je crois le seul film. Est-ce qu'il y en a un autre dessin animé ce mois-ci qui était... Le mammouth. Ah oui, il y a le mammouth en dessin. On va faire les deux dessins animés dans la foulée. On commence par le mammouth et après on fera Scarlett et l'éternité. Oui, Jumpers, le nouveau Pixar sorti au début du mois de mars. Alors maintenant,
La politique de Pixar se tient désormais à ne plus faire de grands films aux grandes histoires, ce qui a fait sa richesse dans son histoire un peu antérieure, hein. Maintenant, c'est aux innombrables de suites prévues pour les années à venir, notamment Toy Story 5 qui va arriver en juin, ou même Coco 2 ou Les Indestructibles 3. Donc du coup, on délaisse un peu les histoires un peu simples, par exemple comme Jumpers. Alors du coup, l'histoire, c'est Mabel, du coup une jeune, on va dire militante écologiste, qui a envie de préserver la petite nature qu'il y a à côté de chez elle face à un maire qui veut construire une rocade justement sur cette petite nature qu'il y a à côté de chez elle. Donc du coup, pour construire cette rocade, ils construisent un pont, mais il faut enlever la nature. Donc du coup, vous voyez un peu l'enjeu. Jumper, si vous voulez, c'est un récit un peu à la fable écologique, toute simple, hein, où l'humain se confronte aux deux extrémités, c'est-à-dire celle de l'idée conservatrice et celle du changement. C'est comme, à titre d'exemple, si vous voulez, c'est comme si Marine Tondelier rencontre Donald Trump. Voilà, c'est un peu ça le film. Ça va pas forcément matcher tout de suite. Oui, voilà, c'est exactement ça au début du film. Ça va pas forcément matcher au début. Ne va pas conclure. Quoi. Exactement. Du coup, le concept, c'est que l'humain se met à la place d'un animal, puisqu'il y a des scientifiques qui développent une expérience à côté, où tu te mets à la place d'un castor, où tu te mets à la place d'un héron, tu te mets à la place d'un requin, voilà. Tout un tas d'animaux. Ou un aileron de requin. Oui, par exemple aussi. Et ça donne un petit côté très mignon et très rafraîchissant. Alors évidemment, Jumpers... c'est un bon film, mais qui a quand même cette recette très briquée de Pixar, c'est-à-dire l'humour par le montage, les tout petits messages, la cible en tout cas préadolescente. Enfin là pour le coup, ces dernières années, Pixar a voulu se concentrer sur les adolescents de 18, 19, 20 ans. Là, sur les trois derniers films de Pixar, ils ont voulu se concentrer un peu sur les ados de 70 ans. sur les préadolescents de 12 jusqu'à 15 ans. Par contre, chez Pixar, ça régresse par contre au niveau visuel. On a connu mieux en termes de visuel, notamment là dans le film. Alors les animaux sont très bien faits, hein, ils sont hyper mignons, mais par contre sur les humains, c'est une véritable plaie. Quand il y a des gros plans sur les humains, c'est une catastrophe au niveau visuel. Donc voilà. Mais sinon, Jumper, ça reste quand même un bon divertissement. Moi, j'ai plutôt passé un très beau moment. Donc ça vaut le coup quand même d'aller le voir. Donc on a un mois avec 2 bons mammouths, c'est presque un troupeau. Hein. Et pour une fois. Pour une fois. Non, mais quand il y a vraiment des mammouths trop nuls, on les met pas. Donc 2 bons mammouths. Moi, je vais vous parler donc du film d'animation du mois, qui est Scarlett et l'éternité. Alors Scarlett et l'éternité, film japonais réalisé par un maître du genre, Mamoru Hosoda, qui avait fait auparavant... C'est dégueulasse la morue au soda. Je sais que les huîtres au Red Bull... Mamoru Hosoda. Ah, ok. H-O-S-A-D-A. Ah, c'est pour ça. Hosoda. C'est lui qui avait fait La Traversée du Temps en 2006, Les Enfants Loups, Am et Yuki en 2012, et plus récemment Belle en 2021. Là, on reprend, c'est le deuxième film 2026, on reprend l'histoire de Hamlet. Oui. Mais... un Hamlet qui a été féminisé, donc on démarre au Danemark. On ne fait pas d'Hamlet sans casser des œufs. Il y a un roi qui adore sa fille et tout, et puis il y a le frère jaloux qui va faire un complot pour faire exécuter le père, qui juste avant de mourir tente de donner un message à sa fille, parce que ce n'est pas le fils du roi, c'est la fille du roi dans le film. On change complètement. Et elle va être empoisonnée. Voilà. Et alors là, elle est propulsée dans un monde intermédiaire qui n'est ni tout à fait l'enfer et qui n'est certainement pas le paradis, un monde parallèle où il y a plusieurs perspectives, où vous restez là, mais à terme vous disparaîtrez, vous cherchez la voie de salut, la voie de sortie qui est au haut d'une montagne où il y a un escalier qui mène à un absolu qui n'est pas exactement révélé. Et donc, la petite princesse avec une robe à fleurs va se transformer dans ce monde en un redoutable guerrière impitoyable, animée par 2 choses, animée par le désir viscéralement attaché de se venger du frère Félon, et d'autre part, qu'est-ce que m'a dit mon père avant de mourir sur son plot d'exécution
Donc ça va obséder. Et elle rencontre quelqu'un d'autre, alors un homme, qui est l'exact opposé, c'est-à-dire qu'il ne vient pas du XVIIe siècle au Danemark, il vient de 2025 au Japon, et il est aussi tranquille et paisible et sympathique qu'elle. Elle est guerrière, assoiffée de vengeance et toujours à aller de l'avant. Et c'est l'opposition de ces deux personnages, voir comment ils vont se comporter dans ce monde, comment ils vont s'aider et quelle va être la finalité de ces deux personnages. Et puis la finalité tout court de l'histoire, parce que c'est quand même l'histoire de Hamlet. Alors visuellement, c'est très fort. Moi, je trouve que... Mais j'ai beaucoup aimé ce réalisateur dès le début, malgré les sarcasmes de certains techniciens derrière la vitre, parce que dès La Traversée du Temps, qui est un film excellent au niveau conception, j'avais adoré. Donc, que ce soit pour l'histoire, que ce soit pour ce monde intermédiaire qui est quand même très peuplé de monstres, peuplé de gens égarés, Enfin, c'est très intéressant. On ne voit pas le temps passer. Alice au Pays des Merveilles. Non, pas du tout. Pas du tout Alice au Pays des Merveilles. Hein. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Dans certains hebdomadaires ou mensuels, ça a été sélectionné comme le film du mois. Bon, je suis pas loin. S'il n'y avait pas un certain film français dont on va parler, je serais pas loin de penser ça. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc, alors peut-être que toi, tu vas... Tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Il va descendre. Allez, dis-nous du mal de ce il va film. dire, mais quelle nullité ! Qu'est-ce qu'il faut être bête pour aimer ça ? Non, mais décidément, Shakespeare devrait retourner sa tombe en 2 fois, cette fois-ci. Non, je trouve que... moi, j'adore Mamoru Hosoda, hein, pour le coup. La Traversée du Temps, Belle, c'est... Tu vois, Alexandre, c'est... lui aussi, il aime bien. Hein. Ah non, mais j'ai pas dit... Non, mais je trouve c'est un que... rôle de go, quoi. Non, je trouve que c'est absolument magnifique ce qu'il fait. Bon, là, je pense qu'à mon avis, Scarlet Eternity, et je pense qu'il y a un poil trop ambitieux. Du coup, après Chloé Zhao, en début d'année, c'est au tour d'Hosoda d'enterrer encore plus l'auteur britannique. Pourtant, le croisement du passé et du présent s'avère être pertinent pour mélanger et ainsi donner une mémoire presque collective, fondée d'ailleurs par ailleurs sur les subconscients de l'individu. Je trouve que cette histoire de vengeance est peut-être trop banale, trop classique malheureusement, loin des standards du cinéaste japonais qui nous avait ébloui par ses histoires de temps dans le passé. Si l'animation et le visuel offrent à la fois vraiment de grands tableaux, vraiment de grands espaces, parfois c'est très beau, parfois des scènes qui sont très référencées, hein, je pense notamment il y a une séquence qui ressemble beaucoup à 2001, l'Odyssée de l'espace, où il y a ces pigments de couleurs que vous voyez défiler à travers le film. Je trouve que Scarlet et l'éternité, c'est un film qui est un peu prévisible et qui a une morale tout à fait banale. Moi personnellement, je suis ressorti de la salle, je me suis dit oui, c'est un film plutôt sympa, mais qui reste dans le classique au possible, quoi. Donc après, c'est vrai que Mamoru Hosoda est très ambitieux en tout cas de vouloir croiser une reine du Danemark et un médecin qui vit un médecin urgentiste, quoi. Un médecin urgentiste qui vit au jour le jour. Donc voilà. Mais après, l'ambition et je salue quand même l'ambition quand même qui est nettement saluée dans le film. Voilà. Non, mais je pense que les deux chroniques sont complémentaires. Moi, j'étais un peu abusé entre guillemets par mon statut de fan du réalisateur, mais non, mais je le reconnais et de la culture japonaise, donc ça a pu influencer. À ce stade de l'émission, on est obligé d'attaquer le film. Alors là, le film du mois pour beaucoup qui a provoqué beaucoup de réactions, c'est Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli. Alors, je serais curieux de savoir comment, par exemple, quelqu'un de ta génération a ressenti ce film-là. Alors, pourquoi le film du mois ? C'est que c'est le premier film. Il y a eu des centaines de films sur la Deuxième Guerre mondiale, les résistants, le débarquement, le général de Gaulle, tout ce que vous voulez, la bataille d'Angleterre, enfin... Les collabos. Mais là, c'est la première fois qu'on a un film sur la collaboration, à travers le couple Lucher, père et fils, qui sont des personnages qui ont existé, donc on sait comment ils ont fini. Et il a pris l'angle pour raconter cette histoire tragique d'un père et d'une jeune fille de 18 ans au début de la guerre. Il a pris l'angle de cette jeune fille plusieurs années après la fin de la guerre, qui est condamnée à 10 ans d'indignité nationale
et qui donc va ressentir la nécessité devant un magnétophone emprunté de raconter. Donc c'est un film complètement en flashback. Et le pitch, c'est simple, c'est pour ça que ça fait réagir, c'est deux amis, un Allemand et un Français. Donc l'Allemand c'est... Otto Abetz. Otto Abetz, voilà, et c'est notre Jean Dujardin national qui joue Lucher. Donc c'était des amis qui étaient pacifistes pour la réconciliation franco-allemande dans les années 20, compte tenu de la guerre terrible de 1478 dont ils sortaient. Et quand la guerre se déclenche, Abetz revient, mais revient comme ambassadeur du Reich. Et d'un autre côté, Jean Dujardin, qui galère pour faire vivre ses journaux, et puis qui aime bien vivre sur un grand pied. Hein, ça c'est... Et il va être amené à collaborer avec son ami en se disant, plutôt que lutter, vaut mieux essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais plus ça s'avance, quand vous êtes face à un régime criminel, plus ça s'avance, plus on vous demande de justifier des choses ignobles, plus on vous demande de faire des éditos haineux, et puis plus on se rend compte que sa passion pour la presse, sa passion pour sa fille qui veut réussir, mais ça ne peut pas coller. Alors en plus, il y a un arrière-plan de santé, puisque lui et elle sont atteints de tuberculose qui n'était pas soignée à l'époque. Donc tout ça fait un match, et on voit très bien en plus l'évolution, comment, à fur et à mesure que la guerre se déroule, donc à fur et à mesure qu'on s'achemine vers la défaite allemande, comment ça se durcit, comment ça devient impossible de justifier, même vis-à-vis de soi-même, cette collaboration. Alors pourquoi moi je trouve que c'est un très grand film, puis enfin on a le courage d'aborder ce sujet de front en France, mais il y a une certaine presse qui a détesté ça, parce qu'on dit on présente des collabos comme des êtres humains. C'est inadmissible. Moi je salue plutôt le fait qu'on ose enfin traiter le sujet qui a existé. Alors on voit Céline dans le film, dans les grands collabos, on voit des tas de personnages comme ça, et on voit la retraite, on voit Sigmaringen, la fin des collabos dans un château en Allemagne. Et je trouve que c'est un très grand film. Jean Dujardin est absolument sensationnel là-dedans. Sa fille qui est jouée par Nastia Golubeva. Voilà, qui est absolument sensationnelle aussi. C'est la fille de Léos Carax. Voilà, c'est la fille de Léos Carax. Et donc l'ambassadeur du Reich, ex-militant pacifiste. Auguste Diel. Voilà. Quel travail d'équipe pour donner les noms comme ça. Non, mais c'est parce qu'ils doivent prendre le relais là, parce qu'on est trois à l'avoir vu. Bon, allez. Oui. Oui. Oui, donc c'est l'histoire vraie, comme tu disais, de Corinne et son père Jean Lucher. Et à travers le récit de Corinne Lucher, actrice, qui publie son autobiographie qui s'appelle Ma drôle de vie. Alors j'ai trouvé que c'était un film magistral, moderne et sans manichéisme. C'est vrai que là, c'est tout en nuances. Sur les relations entre la presse et le pouvoir au moment de la Seconde Guerre mondiale. En retraçant le destin du père et de la fille devenue comédienne, Xavier Giannoli parvient à convaincre. 30 millions d'euros de budget permettent de soigner costumes et décors et reconstitution. C'est passionnant de bout en bout. Une fresque troublante et virtuose incarnée avec puissance et subtilité par deux grands comédiens. On ne voit pas passer les 3h20. Voilà. J'irai le voir. Il va avoir des réserves. Je sens qu'il va avoir des réserves. Rien qu'à mon Allez, défonce-le ce film. Non, ce qui est très intéressant, c'est que, comme tu as dit Laurent, quand tu as pointé le film, c'est que on connaît pas du tout cette partie de l'histoire de la France, c'est-à-dire la France collaboratrice. Et du fait que Xavier Giannoli aussi ne connaît pas cette histoire de la France collaboratrice. Lui-même, c'est un contemporain. C'est quelqu'un qui donne sa vision de la France collaboratrice avec ce qui peut se passer maintenant en France.
depuis quelques films en tout cas, Xavier Giannoli détruit, enfin casse ses personnages pour montrer l'enfer, en tout cas de montrer les tourments dans la conscience de ces personnages, que ce soit Marguerite dans Marguerite, Lucien de Rubempré dans Illusion perdue, et là avec Jean Luchaire dans Les rayons et les ombres. En tout cas, il met au centre le journalisme pris dans une tourmente collaboratrice. Giannoli s'intéresse toujours au journalisme pour voir qu'est-ce que ça impacte sur une société, qu'est-ce que ça impacte réellement sur l'individu. Après, évidemment, oui, on peut parler que c'est une fresque grandiose, mais je pense que cette fresque grandiose dure 2 heures. Parce qu'à partir de 2 heures, 2 heures et demie, on a l'impression que Giannoli commence un peu à tourner un peu en boucle. Il nous propose une certaine répétition de séquences et de beaucoup de séquences qu'on a déjà vues au cours de ces 2 heures, notamment les séquences de fête, notamment les séquences autour de la tuberculose. Oui, on a compris qu'ils toussent depuis X années. Après, évidemment, la réalisation reste très didactique, on va dire ça comme ça. C'est un peu une approche un peu cliché d'un certain cinéma d'auteur français. Par exemple, une colorimétrie très sombre ou des chants contre chants très simples ou même des travelling pour montrer les grandiloquences. Le côté très sombre, c'est voulu. Hein. Oui, forcément, oui, sans doute, ça j'en doute pas, mais j'ai l'impression que ça reste, quand on a envie de montrer un film un peu historique ou montrer un biopic, on a l'impression de faire toujours très sombre. Après, peut-être que j'ai tort sur ce point. Et pour finir, oui, du coup, travelling pour montrer les grandiloquences des personnages et des décors. Oui, le trio Jean Dujardin, Natia Golubova et Augustiel sont très 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 bons dans le film. Hein, et pour le coup, pour eux, il y a vraiment rien à reprocher. Et on sent que Les rayons et les ombres peuvent au moins choper 6-7 Césars l'année prochaine. Ça, ce genre de film, c'est typique pour les Césars. Les Césars, l'Académie des Césars adore ce genre de film. Donc à mon avis, ça va être un gros cadre pour l'année prochaine. Et donc, je sens, j'ai pronostiqué, mais je sais qu'on n'est que le 1er avril 2025. Mais l'année prochaine, ça va repartir avec au moins 6-7 Césars. Je demande à voir. Costume, décor déjà, peut-être. Oui, costume, décor, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que la dernière heure et demie est indispensable parce que c'est là où on voit que le monde qu'ils avaient battu, le monde de l'Eurorasion, part en vrille et chemine inexorablement vers sa destruction complète. Et donc, c'est un côté fin d'un monde, le monde de la collaboration, qui est bien retranscrit dans la dernière heure et demie. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi en disant que ça aurait pu être fait en 2 heures. Mais le fait qu'il y ait de la polémique, quand il a préparé, le réalisateur, quand il a préparé son film, il a été voir un historien, il a dit « Je viens vous voir, ainsi que d'autres historiens, parce que si je dis un mensonge, on ne me le pardonnera pas. » Et l'historien lui a rétorqué « Non, c'est si vous dites la vérité qu'on ne vous le pardonnera pas. » Donc ça résonne. Évidemment, c'est la première fois qu'on traite comme ça un film 100% sur la collaboration, mais la France a longtemps été ultra frileuse pour ce qui est de montrer les pages sombres de son histoire. Il n'y a pas l'équivalent de Platoon en France ou de... Ça se faisait par petites touches, Monsieur Batignolles, où on voyait un Français moyen mais là, on est au collaborer. cœur du système là, de la collaboration. C'est vraiment le sujet, quoi. Puisqu'il est patron de presse sous l'occupation. Il était patron de presse avant, mais un patron de presse quasiment faillite. Et sous l'occupation, avec l'aide des Allemands, il va devenir un prestigieux patron de presse pour le milieu collaboratif. Mais les lecteurs ne suivent pas. Bon, moi, je trouve que ça ouvre la porte à plein d'autres films à partir du moment où on a fait ça. Oui, puis c'est extrêmement moderne. C'est-à-dire les relations entre la presse et le pouvoir en place. Je trouve qu'on est... Puis cette nouvelle actrice, moi, que je n'avais jamais vue, personnellement, elle crève un peu l'écran. Oui, ouais. C'est son premier grand rôle au cinéma. À mon avis, on la reverra. Hein. Oui, je pense. Probablement. Probablement. J'espère. C'est un pronostic. Bon, alors, tu espérais, puisqu'on enchaîne, tu espérais parler de Julian, le film belge. Oui. Donc, je te donne l'occasion d'en parler. Merci. C'est un film qui est réalisé par Cato Custers, qui signe aussi le scénario, qui co-signe le scénario avec Nina Meurice et Laurence Rotoft. C'est l'histoire d'amour de Fleur et de Julian. À partir du moment où elles se rencontrent dans un théâtre, elles décident de se marier, mais pas n'importe où,
dans tous les endroits où leur union est possible. C'est-à-dire que les 22 pays où le mariage gay est autorisé, elles vont y aller et c'est leur projet. On a le droit de se marier 22 fois? Oh ben oui, apparemment. À Los Angeles, ouais. Jusqu'au jour À Las où Vegas. Julian, Oui, pardon, Las Vegas. ça ouais. peut être symbolique. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'elle décide de faire. C'est un premier film bouleversant, inspiré d'une histoire vraie sur... Non, c'est pas parce qu'on vient de parler de la tuberculose qu'il faut faire une démonstration. Est-ce que c'est de se marier en Afghanistan? Inspiré d'une histoire vraie sur l'amour et le deuil, au rythme des souvenirs de la rencontre des deux femmes, aux 4 voyages, à la façon d'un docu-fiction, puisque les deux femmes se filment souvent, la réalisatrice signe une œuvre sensible, poignante, à la fois militante et très personnelle, sur 2 personnages attachants, sans mièvrerie et sans misérabilisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'adaptation du livre éponyme de Fleur Pierretz. Le projet 22, lancé par Fleur et Julian, souligne l'étendue du chemin restant à parcourir pour l'égalité. La loi est adoptée en France le 17 mai 2013, mais les relations homosexuelles sont encore criminalisées dans 64 pays et passibles de la peine de mort dans 12 pays. Le mariage entre personnes du même sexe est un droit reconnu dans seulement 39 pays sur 197. Julian, produit par les frères Dardenne, est un témoignage de cette histoire, le droit fondamental de s'aimer librement. Voilà, et j'ai adoré ce film. Qui était le thème de Love on Trial, d'une certaine façon. Oui, enfin... Oui, non, mais pas sur le même plan, d'accord. On reste centré sur le couple, Oui. en fait. Alors, oui, voilà, sur leur histoire. Donc, allez-y, c'est un film qu'il faut encourager. C'est un premier film qui est très réussi. Et c'est un film, je dirais là encore, militant comme La Maison des Femmes. Et c'est un geste politique de voir ce film. Donc, j'encourage tout le monde à le voir. Voilà, en plus, c'est une belle histoire. Bon, alors, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. On Portée va donc- par 2 actrices. On voit plus Nina Meurice, mais les 2 actrices sont extraordinaires, sont très justes. Alors, le film suivant, c'est un film, parce qu'on parle parfois un petit peu off et avant l'émission, sur lequel on n'est pas d'accord, c'est Le Crime du 3e étage, qui a été vu par... Moi. Vas-y pour une fois. Et moi, je devais descendre ta critique derrière. Cette fois-ci, on échange les rôles. Non, le Crime du 3e étage de Rémi Besançon, cette fois-ci, il change de registre. Hein. Rémi Besançon, il passe un peu à la comédie policier. Moi, je trouve que cette grosse parodie, grosse caricature d'Alfred Hitchcock, je trouve c'est plutôt assez plaisant. Alors oui, c'est un projet qui est assez casse-gueule forcément quand on voit les nombreuses références qu'il fait dans le film, par exemple Fenêtre sur cour, Psychose, etc. Donc non, pour le coup, le Crime du 3e étage, ce qui est intéressant, c'est que il met une sorte de double lecture avec un écrivain, un romancier joué par Gilles Lelouch, et en même temps, il vit quelque chose de ce qu'il écrit un peu dans la fiction. Oui, certes, il y a des choses très référencées, comme je le disais, mais la véritable question, c'est est-ce qu'il parodie, est-ce qu'il rend hommage, est-ce qu'il va un peu détourner la façon d'Alfred Hitchcock, puisque dans le film, forcément, s'il veut rendre hommage à Alfred Hitchcock, il y a Alfred Hitchcock dans le film. Et il cite un peu les règles pour créer du suspense. Personnellement, moi, ça me fait rire. Et puis, évidemment, il y a des choses qui sont très gros, hein, notamment, par exemple, le personnage de Laetitia Casta, qui est prof d'université à la Sorbonne, qui est prof d'université de cinéma, et qui enseigne sur quoi ? Sur Alfred Hitchcock. Donc, forcément, oui, ça paraît un peu trop gros. Hitchcock au carré. Et oui, Hitchcock au carré, effectivement. Mais non, sinon, le Crime du 3e étage, ça se veut quelque part ludique par la façon dont il ramène les références d'Hitchcock. Et en même temps, ça se veut comme une grosse pastiche, parce que pastiche, pastis, hein, ne pas confondre. Hein. Alex, hein, je te vois faire la vanne, hein, pastis. Hein. C'est parce que j'avais un doute sur le 48 ou le 51, sinon je l'aurais fait. Donc voilà, en même temps, c'est une grosse pastiche, parce qu'il a envie de se moquer d'Alfred Hitchcock et de toutes ces règles qu'il fait par rapport au film à suspense, on va dire ça comme ça. Moi, je suis pas d'accord, parce que, et en plus je
pense à ce film, moins je l'aime. Bon, quand je l'ai vu, il faut pas croire que j'ai brûlé les fauteuils dans la salle tellement j'étais en colère. Hein. Non, faut pas exagérer. Mais par contre, je trouve que le film, le casting déjà ne va pas du tout. À part Guillaume Gallienne dans le rôle d'un acteur, déjà Guillaume Gallienne qui joue un acteur de théâtre de qualité moyenne, alors qu'il est génial comme acteur, donc j'ai un peu de mal à croire. Mais alors surtout, Laetitia Casta, comme tu l'as dit, en prof d'université à la Sorbonne, spécialisée dans le cinéma et dans Alfred Hitchcock, et on la paye pour ça tous les mois, j'ai un peu de mal. Et alors Gilles Lelouch, qui est prototype quand même de l'acteur d'action, hein, il a joué dans Bac Nord, il a joué dans des tas de choses comme ça, jouait le Dans rôle... Les Infidèles, c'était un bon film d'action aussi. Jouait le rôle d'un écrivain avachi sur son canapé qui bouge jamais et qui est vraiment la copie carbone de Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique, c'est-à-dire qu'il écrit toujours, des romans, mais c'est toujours la suite. Il est au 13e tome. Et puis, on voit sur l'écran les scènes qu'il imagine en fonction de ce qu'il est en train de vivre. Puis, il y a l'enquête, évidemment, sur le meurtre qu'elle a cru voir. Alors, ils vont enquêter eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas sur... Oui, mais moi, ça n'a pas pris. J'ai pas réussi à rentrer. J'ai été refroidi dès le début du film par le casting, par l'invraisemblance, et donc je ne suis pas rentré dans ce suspense. Je le regrette parce que dans l'absolu, j'aime beaucoup Gilles Lelouch, Laetitia Casta et Guillaume Gallienne, mais là, je trouve que l'alchimie ne fonctionne pas. Donc voilà ce que je peux dire. Parce que faire un remake du Magnifique et de Fenêtre sur cour dans le même film et de façon aussi appuyée, hein, non. Je n'ai absolument pas aimé. Donc c'est un point de divergence terrible avec Bora, dont nos relations futures seront affectées durablement. Je vais peut-être aller le voir du coup, parce que j'aimerais bien savoir qui a... Tu veux faire l'arbitre ? Vers quel... Oui, où je vais pencher. Si mais je pense qu'à mon avis, les retours sont plus du côté de Laurent, à mon avis, parce que ce que dit Laurent, c'est exactement les retours que j'ai entendus, par exemple. Donc à mon avis, le film se fait un peu casser la gueule, effectivement. Bon. Il y a un film que tu as vu dont on n'a pas parlé ? Non. Donc on va enchaîner. Ah, alors, il y a un film que je ne vais même pas vous résumer ce dont ça parle, parce que si vous aimez Lucchini, oui, allez voir Lucchini, qui joue le rôle de Lucchini. Voilà, qui joue le rôle de Lucchini. Parce que Fabrice Lucchini joue le rôle de Robert Zucchini dans le film. Ah ouais. Ils n'ont pas fait d'effort. Voilà, alors, et qu'est-ce qu'il fait, Robert Zucchini ? Dans un théâtre, il lit du Victor Hugo avec sa voix si caractéristique, et le public est absolument ébahi. Mais les failles qu'il a, c'est que on apprend que finalement il a été séparé de sa femme, et puis la fille qu'il a eue avec cette femme, ça fait 20 ans qu'il l'a pas vue, quoi, quasiment. Et puis à un moment donné, en allant chercher, il est très maniaque, en allant chercher ses petits pains au chocolat chez sa boulangère le matin, on lui remet un journal qui lui apprend que la mère de sa fille est décédée. Donc. Et puis elle va débarquer à un moment donné de façon totalement imprévue dans sa vie. Et alors c'est l'histoire une pension alimentaire en moins. De cette rencontre, une pension alimentaire en moins, mais c'est aussi l'histoire de donc Robert Zucchini, faut que je m'y fasse, hein, j'ai du mal. Hein. Robert Zucchini qui ne vit que par Victor Hugo, et puis qui est confronté dans un théâtre alternatif où il va, croyant trouver sa fille, et il se trouve face à 3 comédiennes qui reprennent du Victor Hugo et qui ont un look sur Victor Hugo totalement différent. Il trouve que c'est un queutard. Alors imagine, Robert Zucchini, c'est un masculiniste de première, il manque de s'évanouir. Et donc voilà, après évidemment, on va être Victor Hugo jusqu'au bout, jusqu'à Guernesey-Jersey, je ne vous raconte pas, parce qu'il faut quand même ménager un vague suspense. Je suis content d'être allé le voir, parce que Lucchini avance en âge, et je ne pense pas qu'il
il a largement passé 70 ans, je pense pas qu'il fasse encore 20 films derrière. Et puis surtout, dans ce film, on voit que... T'es content qu'il fasse plus de films Non, bientôt, mais on voit que j'ai pas sa voix, Lucchini, c'est un acteur fantastique, mais c'est aussi une voix, et sa voix est un peu en limite de course. Donc en vérité, faire le pitch, bah compris. ouais, T'es en train tu me l'as refilé. T'es en train d'imiter Lucchini, là. Mais voilà, c'est pour vous dire Les que tuberculeux, c'est nous. il a des problèmes de voix, mais en vérité, le pitch n'a pas grande importance. Si vous aimez Lucchini, comme moi j'y suis allé, je me contrefoutais, pour être tout à fait franc, de sur quoi ça pouvait porter. Je suis content de voir un film sur Lucchini, j'en ai vu des mauvais, hein, donc je ne suis pas un fanatique aveugle, mais je me dis, tant qu'il est là, il faut que j'aille le voir. Donc si vous êtes Tu vas comme aller le voir moi... avant qu'il meure, quoi. Non. Mais voilà, quand tu as des acteurs majuscules comme ça, tu te dis, tant qu'il est là, faut le voir. D'un autre côté, il y a des gens que Lucchini agace prodigieusement, et ceux-là ne se précipiteront pas pour aller le voir. Voilà ce que je peux dire sur ce film, réalisé par Pascal Bonitzer. Hein, bon, voilà. Qui a fait Maigret au mois dernier. Ouais. Oui, qui a fait Maigret. Comme quoi, tout est lié. Donc tu l'as vu aussi? Non, pas du tout. Non. Si, moi je l'avais vu Maigret. Oui, mais est-ce que tu as vu Victor comme tout le monde? Non. Ah, je suis seul à avoir vu. Oui. Donc on te croit sur parole. hein, Je me sens seul dans mon amour inconditionnel pour le grand comédien qui est Robert Zucchini. Alors ça, j'ai un peu de mal quand même. Il y a Chiara Mastroianni qui joue sa fille. Et puis sinon, le reste, c'est des acteurs et actrices moins connus, mais qui tiennent bien la route, ce qui fait que là, par contre, du fait qu'il n'y a pas un casting, à part les deux que je viens de citer, ultra connus, on croit aux personnages qui se présentent dans le film, parce qu'on les identifie pas immédiatement comme tel ou tel. Et pour que ça tienne la route, il faut qu'il y ait Lucchini et à la limite un acteur ou actrice un petit peu connu derrière, mais pas plus, parce que sinon, s'il y avait trop d'acteurs connus, ça diluerait l'effet Lucchini, et donc... C'est sûr que s'il y avait Benoît Poelvoorde en plus, alors là, c'est... là, ça détruirait. Je pense qu'ils se détruiraient l'un l'autre dans le film, parce qu'ils ont une telle présence que tu peux pas les mettre... c'est un a priori, mais je crois que tu peux pas les mettre face à face. Donc, si vous aimez Lucchini, allez-y tant qu'il est temps, et si vous n'aimez pas, vous allez au cinéma, mais vous allez voir autre chose. Tu peux nous en dire un peu plus sur la rencontre entre le père et la fille? Ah oui, alors la rencontre entre le père et la fille, c'est que la fille, évidemment, au début, va... comment dire? Elle va pas le draguer, quand même. Non, elle va pas le draguer, mais... Tu m'as fait peur. Elle joue un peu au chat et à la souris avec son père. Et c'est le père qui va la chasser, et il pense qu'il peut la ramener pour expliquer son comportement qu'il a fait. Il va l'emmener avec lui à la découverte de Victor Hugo, jusqu'à Gergais et Guernesey, quoi. Ça se passe comme ça. Mais elle a rencontré un petit ami pendant ses 20 ans, donc elle n'est pas toute seule, ça pose un problème au père, et surtout... elle ne reste pas collée au père, elle va commettre des imprudences qui... Bon, ça c'est Elle n'aime pas les colos. Est-ce qu'il y a un parallèle avec Léopoldine Ah, il y a plus qu'un parallèle, oui. D'accord. Il vit sa fille comme étant sa Léopoldine, mais il veut absolument la sauver, contrairement à Léopoldine. De Victor Hugo. Donc oui, mais c'est un film sur Victor Hugo et sur Zucchini, pardon, fan absolu de Victor Hugo. Voilà. Je peux pas en dire trop, parce que sinon, si tu dis toutes les clés, ça gâche un peu le plaisir, parce que ce brave Zucchini qui est plongé dans son Victor Hugo du matin au soir, il va être électrocuté par le retour de sa fille. Ça va changer beaucoup de choses dans la contemplation. C'est un acteur qui a la contemplation de lui-même, en ce sens qu'il se pense... Il n'y a qu'un acteur de sa trempe qui peut comprendre Victor Hugo et le communiquer aux autres, quoi. Est-ce qu'il y a un parallèle aussi entre le Hamnet et Hamlet? Est-ce qu'on peut... Tu l'avais vu? Oui, je l'ai vu, oui. Est-ce qu'on peut faire le même parallèle entre ces deux films ou... Eh bien, pas du tout. Ah, d'accord.
Là, je pose la question. Hein. Mais c'est une Parce que question intéressante. entre une œuvre existante et puis une vie. Oui, mais la vie d'un Annette, c'est la auteur, création. Oui. C'est la création d'une œuvre et c'est sa femme. Oui. Là, c'est sa fille et l'œuvre de Victor Hugo, elle est écrite. Ouais. Donc, non, ouais, on peut à la limite, mais non, ça serait D'accord. induire les gens en erreur. Donc voilà, Victor comme tout le monde. On repart chez Bora, qui va nous parler de... Eh ben, on va parler de l'ultime héritier avec notre cher Glenn Powell, qui est aussi une des stars qui est trop souvent là au cinéma. Du coup, c'est l'histoire de Beckett Redfellow qui a le concept de tuer tous ses héritiers pour toucher l'héritage de son grand-père. Voilà, ça c'est le concept du film de l'ultime héritier. Il n'est que le 7e en ligne. Hein. Exactement, ouais. Il est que le 7e en ligne. Alors, du coup, je trouve que le Un film... meurtre par jour de la semaine, super. c'est un peu la médiocrité de son concept qui tourne un peu à la mécanique. C'est-à-dire que quand il ne veut pas parler des meurtres, le film tourne à peu près au vide scénaristique. C'est un peu ça qui est dommage. En fait, le problème, c'est que le film mise tout sur le côté ludique, mais qui n'est pas ludique. Donc, du coup, on s'ennuie un tout petit peu. Donc, il y a peu de profondeur dans les second roles, notamment dans le personnage de Margaret Qualley ou dans le FBI. Mais bon, à chaque fois, quand il y a le FBI dans les films américains, c'est souvent des pots de fleurs. Donc, du coup, ils ne servent toujours à rien. Ou alors, c'est les méchants. C'est souvent les méchants. Oui, exactement. Donc les FBI sont beaucoup plus efficaces dans les séries. Tout ceci, en fait, l'ultime héritier, c'est pour nourrir une sorte de morale sur les grandes richesses qui est à la fois pathétique et très superficielle, puisque le film veut absolument mettre en avant son concept qui est très mécanique. Et puis, pour finir, Glenn Powell, c'est un peu dommage parce que Glenn Powell, j'ai l'impression qu'il, depuis quelques temps, recycle un peu ses rôles, notamment dernièrement avec Hitman de Richard Linklater qui est sorti sur les plateformes, qui joue un tueur en série, ou plus récemment Running Man chez Edgar Wright qui joue, alors il joue pas un tueur en série, mais il joue quelqu'un qui fuit, c'est une chasse à l'homme dans laquelle il fuit, donc il est tout seul, c'est un individu, donc voilà, ça commence un peu à tourner en rond chez Glenn Powell et c'est ça qui est un peu dommage. Mais par contre, voilà, l'ultime héritier, j'ai l'impression que c'est plus un film pour les plateformes que plutôt pour la salle de cinéma, parce que c'est un peu compliqué, d'autant plus, je crois qu'il marche pas du tout, l'ultime héritier, donc oui, c'est un... Il marche pas si mal que ça. Moi, j'ai été surpris par les entrées. Ouais, je m'attendais à un flop retentissant, mais l'ultime héritier, ça marche. En tout cas, en France, ça marche raisonnablement bien. Ok. C'est pas un flop. Ok. Alors, je suis d'accord avec ta chronique, mais ce qui sauve le film, et qui fait que je suis resté dans la salle et puis que j'ai regardé toute cette série de meurtres, etc., c'est les femmes. Il y a 2 femmes qui sont très intéressantes. Elles sont bien coiffées. Non, c'est Margaret Qualley, Julia Steinway, la fille riche qui devient presque pauvre et qui va se révolter pour pas devenir pauvre. Et puis, donc, elle est séductrice, elle est cynique, mais elle a un grand attrait pour Glenn Powell. Et puis, il y a Jessica Henwick qui joue Ruth, la petite Ruth, R-U-T-H, Ruth, la petite amie de Beck, qui elle est sympathique. Bravo pour l'accent. Elle est sympathique, elle est dans la vraie vie, elle est professeure, donc tu as 2 personnages féminins qui vont encadrer ce type qui est quand même rentré... pourquoi il est rentré dans cette logique de meurtre en série? C'est parce que il est né, voilà, il y a un nœud gordien au départ, on le sait dès le début, donc je vous plante pas le film, mais c'est que dans cette famille très riche qui est pilotée par un patriarche autoritaire, Ed Harris, il y a la mère donc de Glenn Powell qui tombe enceinte alors qu'elle est encore quasiment mineure. Elle a 18 ans. Non, elle n'est pas mineure, justement, elle a 18 ans et un petit peu plus. Ouais. Et elle décide, contre l'avis du patriarche, de garder l'enfant. Et l'enfant, c'est Glenn Powell. Et elle va galérer. Alors il dit, ok, tu veux garder l'enfant, mais tu vires et t'as pas un rond. Et elle va galérer totalement jusqu'à, on verra, avec le petit. Et donc, elle lui fait jurer, au moment de disparaître, qu'il ne laissera jamais tomber l'affaire de l'héritage. Jamais, jamais, jamais. Et le film, voilà, la motivation de...
Bon, à cause de ces personnages féminins, parce que le reste, Ed Harris, dans le Patriarche, à la fin, c'est limite grotesque. Hein. Ouais, Ed Harris qui est caché On par dit- l'ombre. On dit pas la fin, mais alors Oui, que... oui. Alors, j'étais d'autant plus déçu parce que j'adore Ed Harris, qui est quand même un acteur fantastique. Hein. Je me souviens de son rôle, par exemple, dans le film de Jean-Jacques Hano sur Stalingrad. Ah, j'ai pas vu. Il jouait le rôle de l'officier allemand dans Le Stalingrad. tireur d'élite. Le tireur d'élite allemand pour flinguer le super tireur d'élite soviétique. pour flinguer Donc, Joe s'il n'y Blow. avait pas ces deux personnages féminins, je me serais peut-être endormi parce que. Et j'en ai un meurtre et deux meurtres. Ah, non, ça fait un troisième meurtre. Un troisième meurtre. Ça fait un quatrième meurtre. Un quatrième meurtre. Ouais, ça voilà, fait un c'est- cinquième meurtre. Non, mais c'est sauvé par ces deux actrices. Dans le genre peste, de petite fille riche peste. Tête à claque, mais séductrice malgré tout. Margaret Qualley, dans le rôle de Julia Stanway, elle est vraiment pas mal et elle sauve en partie le film. Quoi. Voilà. Donc, j'étais d'accord avec toi, simplement avec ces petites nuances que je voulais apporter. Merci la parité. Du On coup. va encore faire un film, mais histoire qu'on ne soit pas pris par la précipitation, on va dire les résultats du Sanglier d'or. du c'est ça sanglier d'or. Et alors, le sanglier d'or, c'est la première fois qu'il y a des lauréats multiples. C'est-à-dire que moi, Bora a mis comme sanglier d'or tous les animaux dans Jumpers, ce qui fait beaucoup d'animaux. Oui. Et moi, j'ai mis les 72 vaches, vaches dans la guerre des prix. oui, c'est vrai. Donc, Tous les animaux. Les vaches, ça fait des animaux, donc. ouais, bon. Vous connaissez le principe de l'abus de pouvoir? Donc, le sanglier d'or, à l'unanimité, est attribué aux 72 vaches de la guerre des prix. C'est totalement mérité. Alors, il va se refaire, par contre, Bora dans le Val d'Oise d'or, parce que là, c'est très, très dispersé, hein, puisque Val d'Oise d'or de Laurent, Les Rayons et les autres, Bora, Projet Dernière Chance, Isabelle, La Maison des Femmes, Nicolas, Un jour avec mon père. Mais le projet Dernière Chance est cité une deuxième fois par Nicolas en troisième position. Et ce qui fait qu'une première place et une troisième place ne lui suffit pas pour gagner. Parce qu'il y a Un jour avec mon père qui est premier chez Nicolas et qui est deuxième chez Isabelle. Aïe. Donc tu te fais déborder dans le grand top 10 et Un jour avec mon père revient comme un boulet de canon dans la dernière ligne droite et malgré tout, premier et troisième contre premier et deuxième, c'est Un jour avec mon père qui est le Val d'Oise d'or du mois. C'est trop cruel, mais bon, tu peux supporter plein d'épreuves parce que comme tu vas à Cannes. Voilà, à Cannes, tu vas Ce n'est qu'un début. C'est ça contrebalance. Ça. Tu vas manger du homard et boire du champagne millésimé, même au petit déjeuner. Tu peux supporter d'avoir raté le Val d'Oise. La tête de veau au petit déjeuner. Ouais, c'est ça. Bon alors, un ultime film. Bon allez, Bora, là, on t'a charrié. Donc, allez, un ultime film de Bora. Alors, du coup, c'est dommage de terminer sur un mauvais film. Mais du coup, il faut parler du grand retour de Daniel Day-Lewis au cinéma, quand même. Effectivement. Oui, Anémone, qui est réalisé par son fils, Ronan Day-Lewis. Du coup, oui, Daniel Day-Lewis qui fait son retour au cinéma après 9 ans, puisque son dernier rôle remonte à Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Et là, du coup, dans ce film... le film raconte, entre guillemets, Daniel Day-Lewis et, entre guillemets, son personnage est planqué dans la forêt et son frère tente de le sortir de la forêt. On ne sait pas pourquoi, parce que l'élément déclencheur, justement, c'est sortir de la forêt de Daniel Day-Lewis. Voilà. Bon, vaste interrogation sur cette intrigue. Alors, Anémone... Et comment t'appelles ça? Il n'arrive pas à sortir de la forêt. Ah, Anémone. Anémone. Alors, Anémone, attention, 2 points, les racines du mensonge. Les racines du mensonge, de Ronan Day-Lewis. Ouais. Et oui, donc du coup, en fait, le film donne un discours trop simplet sur la séparation entre le père et le fils. Hein. Évidemment, quand on parle de père et de fils, évidemment, il faut faire un sous-entendu avec Daniel Day-Lewis et Ronan Day-Lewis parce que ils sont probablement en conflit. Enfin, je sais pas quelle est leur vie privée. Le film est beaucoup trop plat pour ce que ça veut raconter. Qu'est-ce que le film veut me raconter? Est-ce qu'on va parler de la violence comme un héritage, puisque le fils dans le film subit des violences, en tout cas, enfin,
il a en lui une certaine violence du fait qu'il donne beaucoup de coups de poing. Hein. Au début du film, il a des marques sur les poings, donc du fait qu'il est en sang, quoi. Encore un film sur la boxe, oh là là, c'est Oui. ça fait trois, là. Oui, c'est vrai ça. Soit il parle, je sais pas ce qu'il va raconter, soit comme la violence comme un héritage, soit comme le conflit nord-irlandais, puisque Daniel Day-Lewis a une très longue séquence interminable où il raconte comment il a participé au conflit nord-irlandais. Le film se déroule dans les années 90, hein, au passage. D'accord. Ou sinon, le Ronan Day-Lewis s'invite à quelques petites lueurs fantastiques. Je ne sais pas d'où ça sort. Par exemple, des grosses grêles, voilà, des grosses grêles comme une tempête. Ça tombe du ciel, ça fait des grosses boules de grêle. C'est pas fantastique la grêle, c'est la météo, ça. Oui, bon, c'est un tout petit peu fantastique, on va dire ça comme ça. Mais voilà, donc je ne sais pas ce que le film veut me raconter. Et donc du coup, en fait, le film est beaucoup trop verbeux pour ce que ça représente. Mais en revanche, par contre, il y a une belle image dans le film. Voilà, les images sont assez magnifiques, voilà, ça donne un petit côté onirique. Et puis, il y a surtout un retour en force de Daniel Day-Lewis qui joue plutôt très bien. Hein. Il faudrait dire que Daniel Day-Lewis joue plutôt bien, mais malheureusement, il faut qu'il reste à la retraite. Hein. Je pense qu'il fallait terminer sur Phantom Thread et non pas recommencer avec son fils, parce que c'est très compliqué pour le coup. Donc voilà. Désolé, je conclus sur pas du tout une bonne note. Non, mais... donc il faut rester sur une bonne impression. Donc moi, je vais dire quelques mots de Ce qui compte. C'est un film de Jean-Baptiste Leonetti, avec principalement Sandrine Kiberlin et Pierre Letin. C'est soi-disant une comédie dramatique. En vérité, c'est pas une comédie dramatique, c'est une comédie drame. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez bien. Ça démarre un peu comme une comédie, c'est-à-dire qu'il y a Sandrine Kiberlin qui remplit son caddie à ras-bord et puis qui lance des fumigènes dans l'hypermarché pour sortir sans payer. Elle se fait alpaguer et les gens, comme les vigiles sont pas contents, ils l'alpaguent fermement. Et il y en a un qui déambule par là, qui dit écoutez, c'est une dame quand même, qu'on ne comportez pas comme ça. Et les vigiles disent quoi, qu'est-ce que tu dis? Puis là, il leur met un coup de boule et deux directs du droit, enfin un crochet du droit et un direct du gauche. Encore un film sur la boxe. Encore un film. Et donc, ça va être la confrontation entre une extravertie, mais qui est dans une dèche pas possible, puisqu'elle vit dans un hôtel dont elle n'a plus la propriété, qui a fait faillite, c'était son hôtel. Et puis, comme elle n'a pas de quoi ni le racheter, ni le mettre aux normes, ni de payer les factures, les impôts, il squatte ceux qui avaient été chez eux, quoi. Et elle sent confusément que ce gars qui l'a aidé et qui vit, lui, luxueusement dans son van pourri sur un parking abandonné, donc tout à fait l'esprit de Cannes, quoi. Et voilà, c'est le rapprochement de ces personnages qui vont être rythmés par les trois enfants. Hein, il y a un ado, Simon, et puis il y a deux filles, Tess et Émilie, qui est petite. Et donc, ces personnages vont se rapprocher. Mais là, pourquoi drame? Parce que plus le film va avancer, il n'a pas besoin d'aller au bout des calembours ou des situations loufoques, parce que ça va tourner réellement au drame, pour des raisons de santé, entre autres. Et donc, on change progressivement vers le milieu du film, de la comédie un peu grinçante et déjantée, à un véritable drame qui prend aux tripes. Et cette originalité de scénario, c'est pas que je dis que c'est pas une comédie dramatique, mais une comédie drame, et vraiment drame. J'ai trouvé ça intelligent. Puis évidemment, il y a les performances d'acteurs, Sandrine Kiberlin et Pierre Letin. Ils sont éblouissants tous les deux, dans un rôle différent. Puis alors, celle qui est inénarrable, c'est Mélissa Izquierdo. C'est l'assistante sociale qui vient vérifier si jamais Sandrine Kiberlin traite bien ses enfants et mérite de les conserver avec elle. Alors, elle va élaborer des scénarios. Alors ça, c'est le côté drôlatique du film, invraisemblable pour faire que ça se passe bien. Donc, elle squatte des lieux totalement différents d'où elle habite pour faire croire qu'elle vit dans le luxe avec ses enfants. Enfin, ça, c'est du vrai comique, alors qu'après, on passe dans le vrai tragique. Donc, cette subtilité et cet enchaînement, j'ai trouvé ça, outre la qualité des comédiens, Pierre Letin, il tient la route, parce que quand Sandrine Kiberlin est déchaînée, et elle est déchaînée dans le film, faut tenir en face. Hein, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de l'aura
dégagée par chacun des personnages. Et là, c'est tout à fait le cas. Donc, moi, je vous encourage à aller voir non pas cette comédie dramatique, mais cette comédie drame. Je crois qu'on dit dramédie maintenant. On dit Ça dramédie. existe, ouais. Comme docu-fiction, on dit dramédie. Tu dis ça pour souligner que j'y connais pas grand-chose? Non, pas du tout. Pour apporter une petite précision. Bon, je reste avec mon comédie-drame. Je trouve que c'est beaucoup plus explicite. Bon, voilà, on arrive vers cette fin d'émission. Alors, on a battu une sorte de... Ou une comédrame. Si tu veux l'exprimer. De record, parce que d'habitude, on fait entre 12 et 15 films. Et là, on a fait 16 films. Oh, Quelle performance. bravo. Pas mal. Quelle performance. Pas mal du tout. Alors, je vous souhaite une À 2 bonne... films près, c'était un mini-golf. Hein, Quoi ? À 2 films près, donc il faut continuer. Je vous souhaite un bon mois de cinéma. Ça sera le prochain Cinécure, donc début mai, juste avant que Bora ne prenne son jet privé pour Cannes. Non, blague mise à part. Quoique. C'est en mai, c'est le mercredi 6 mai. D'accord. Hein, donc, je dis juste avant, en vérité, je plaisante à peine, parce que le Festival de Cannes débute le 13 ou le 12. Le 12. Le 12. Il démarre le 12. Donc, on aura un cinécure le 6 et le 12. Après, ça sera les directs de Cannes faits pour RGB par Bora. Et puis, on se retrouvera évidemment le premier mercredi de juin pour faire le débrief de Cannes. Donc, plein de choses devant. Fais des selfies en tout cas. Essaye, Ah, mais c'est prévu. Je vous donne dans 48 heures, si vous n'avez pas pu suivre cette émission ou si c'était trop tard, vous pouvez la revoir sur YouTube, tranquillement, les doigts de pied en éventail dans le lit, avec un gin tonic dans une main et un cigare cubain dans l'autre. Enfin, la façon optimum de regarder cette émission. Et puis je vous dis au mois prochain. Allez, salut. Salut, bonne soirée à tous. Non, c'est brouillon. Alors je dis salut. Salut, allez au cinéma. Salut, allez au cinéma. Passez une bonne soirée et allez au cinéma, c'est très important. Ouais, surtout, ne ratez pas le Festival de Cannes. Et continuez à écouter RGB, les Cinécures, tout ça. Et à très bientôt. Qu'est-ce qui est motivé ce garçon? Ça se sent, hein. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Fait reprendre. Allez, bonsoir et puis au mois prochain et effectivement allez au cinéma.